Voilà, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à Lumons, bienvenue, heureux de vous voir aussi nombreux. Alors nous, on est toujours heureux quand on a évidemment quand on accueille des conférenciers, particulièrement ce soir. En fait, Jean Lilienstein est un ami depuis l'an dernier. En fait, on a rencontré Jean de façon un peu particulière. En fait, Jean est un spécialiste des aurores boréales et des relations entre le Soleil et la Terre. C'est un des papas de la discipline qu'on appelle aujourd'hui la météorologie de l'espace, le space weather. Et donc on a rencontré Jean l'année passée. Comment? Parce qu'il a inventé une machine qu'on appelle la Planeterella. Certains parmi vous l'ont déjà vu sous forme de teasing, qui permet de faire des aurores boréales dans un bocal. Et donc il nous a suivis avec beaucoup de patience toute l'année passée. Et puis on lui a dit, tu viendrais quand même pas nous refaire une conférence chez nous? Il a dit, mais si je viens, alors je viens 2 jours et je vous propose un atelier, des animations pour les écoles, etc. Et donc effectivement, aujourd'hui, il a passé tout l'après-midi avec des ados de Berwoods juste à côté. Hier, on a fait un atelier de philosophie des sciences. Et ce soir, on arrive à la grande conférence. Donc Jean, bienvenue chez toi. Oui, je ne vous avais pas dit, mais donc, il nous vient de Grenoble. Il travaille à l'Institut de planétologie et d'astrophysique. Et donc, il est régulièrement du côté du pays Sami, donc de la Laponie, cercle arctique, etc. Et il a même refusé de partir en mission pour nous rendre visite ici. Merci beaucoup. Merci. Je vous remercie, c'est extrêmement impressionnant pour moi de voir autant de monde et c'est un grand honneur. Merci beaucoup d'être là ce soir. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que c'est trop fort? Est-ce que... Non, ça va? Bon, super. Je vais donc vous présenter une discipline qui est une discipline relativement récente, qui a moins de 20 ans, qui a une vingtaine d'années, et qu'on appelle la météorologie de l'espace. La météorologie de l'espace, donc c'est ma spécialité, et elle consiste à étudier comment le Soleil varie et comment les variations du Soleil impactent les planètes du système solaire, et en particulier, bien sûr, la Terre. Vous allez comprendre de quoi il s'agit. Le Soleil, c'est une étoile. Une étoile, c'est un astre, beaucoup d'entre vous le savent bien sûr, hein. C'est un astre qui produit sa propre énergie. Et alors l'énergie, le plus souvent, on la voit sous forme de lumière. À dire vrai, nous, on ne parle pas tellement de lumière parce qu'il n'y a pas que de la lumière qu'on voit avec nos yeux. Il y a aussi l'ultraviolet dont on se protège sur la plage. Et puis il y a encore du rayonnement qui nous brûlerait, qu'on appelle de l'extrême ultraviolet. Il y a aussi du rayonnement comme le rayonnement X, quand on va prendre des radios, quand on s'est cassé un os. Et puis il y a du rayonnement radio, ce qu'on utilise pour les anciennes radios qui marchaient avec des antennes. Tout ça, le Soleil en émet. Alors, plutôt que de parler de lumière, nous, on préfère parler de rayonnement. C'est plus simple, ça inclut absolument tout, quoi. Ça, c'est ce qui est le plus connu des étoiles. Ce qu'on connaît moins, c'est que les étoiles, elles n'envoient pas seulement dans l'espace leur énergie sous forme de lumière, elles l'envoient aussi sous forme de particules. Alors, qu'est-ce que c'est que ces particules? C'est de l'électricité. Je vais tout de suite m'excuser. Je suis sûr que dans la salle, il y a plein de physiciens et de scientifiques, mais je suis sûr qu'il y en a qui ne sont pas aussi physiciens ni scientifiques. Donc, pour ceux, je vais parler pour tout le monde. Voilà. Et j'espère que mes collègues me pardonneront s'ils trouvent que je fais des raccourcis un peu trop rapides. En tous les cas, le Soleil, il est fait d'un atome que tout le monde connaît, qui s'appelle de l'hydrogène. Et comment il est fait, l'hydrogène? C'est très simple. Il a un noyau qu'on appelle un proton. Et puis, quelque part, autour du noyau, il y a une particule électrique qu'on appelle un électron. Et l'électron, c'est ce qu'il y a dans nos fils électriques. C'est très très simple, hein, c'est rien de plus, quoi. En vérité, l'électron, il a une charge électrique, et puis le proton, il a aussi une charge électrique. Un peu comme dans les aimants, on dit que la charge électrique de l'électron, elle est négative, et puis la charge électrique du proton, elle est positive. En somme, c'est deux formes d'électricité, et rien d'autre. Et alors, l'hydrogène qui est sur le Soleil, il fait chaud sur le Soleil. En surface, il fait de l'ordre de 6000 degrés. Et à l'intérieur, il y a des températures qui sont au-delà de 15 millions de degrés au centre du Soleil. C'est absolument incommensurable. On ne peut même pas se rendre compte de ce que ça veut dire. Si bien que les électrons qui sont en périphérie du proton, en fait, il y a trop d'énergie. Ils voyagent n'importe où, quoi. Sur le Soleil, on dit que c'est de l'hydrogène. En vérité, c'est des protons massifs, 2000 fois plus massifs à peu près que les électrons,
puis des électrons qui voyagent partout. Voilà, c'est ça la façon dont est fait le Soleil. Et je voudrais pour aller un petit peu plus loin dans qu'est-ce que c'est qu'une étoile, voilà, ça c'est juste un réchaud électrique. Et j'ai mis un peu d'eau dans la casserole. Alors, je sais bien que vous avez tous déjà fait bouillir de l'eau. Hein. Je sais bien ça, hein, ou de la soupe, hein, c'est évident, quoi. Mais ça marque plus si je le fais devant vous, quoi. Voilà. Ici, dans notre réchaud électrique, ouais, super, on va le voir bientôt, quoi. Dans le réchaud électrique, il y a une source d'énergie. Ici, c'est de l'énergie électrique. Et puis, il y a la casserole, il y a de l'eau. Voilà. Sur le Soleil, c'est phénoménalement énorme dans le système solaire. Je voudrais vous donner des chiffres quand je dis phénoménalement énorme, quoi. Prenez 10 kilos de système solaire. 10 kilos de système solaire, ça fait 10 000 grammes de système solaire. Eh bien, il y en a 9 997 dans le Soleil. Voilà. Il reste 3 grammes. Et dans les 3 grammes, il y en a 1,8 dans Jupiter et Saturne. Et il en reste 1,2. Et dans les 1,2, il y en a 0,8 dans Uranus et Neptune. Voilà. Et donc, il reste 0,4 grammes pour tout le reste. Et tout le reste, c'est évidemment tout ce qu'il y a là, la Terre. Vous les connaissez, Mercure, Vénus, Mars. Et puis, il y a les comètes, les astéroïdes, les poussières. Au labo, on travaille beaucoup sur les poussières et ce qu'on appelle les petits corps du système solaire. Tout ça, c'est contenu dans les 0,4 grammes qui restent. On est parti de 10 000. De 10 000. Donc vous imaginez ce qui se passe dans le Soleil, quoi. Au centre du Soleil, la pression, elle est phénoménale, elle est absolument énorme, quoi. Pour le moment, admettez ce que je vais vous raconter, puis on reviendra sur les notions dont je vais parler tout de suite, quoi. Quand vous prenez 2 aimants, vous avez tous joué avec des aimants, on dit qu'ils ont un pôle plus et un pôle moins, ou un pôle sud et un pôle nord. On l'appelle comme on veut, c'est pas très grave, quoi. Si on approche 2 pôles plus l'un de l'autre, ils se repoussent. Eh bien, admettez avec moi, et je vous raconterai pourquoi tout à l'heure, si on prend 2 protons, deux électricités positives, et qu'on les rapproche l'une de l'autre, elles se repoussent de la même façon. Et je vous dirai pourquoi tout à l'heure. En vérité, c'est parce que c'est la même chose. Et donc, mais dans le centre du Soleil, la pression est tellement incroyablement élevée qu'elle surmonte cette répulsion, et les protons se rapprochent les uns des autres. Ils fusionnent. 4 protons fusionnent pour faire un noyau d'hélium. Vous connaissez tous l'hélium, hein, c'est le gaz qu'on met dans les ballons. Hein. Et la différence de masse, l'hélium, il est un petit peu plus léger que les 4 protons initiaux, parce qu'en cours de route, il y a 2 protons qui se sont transformés en neutrons, un tout petit peu plus légers. Et la différence de masse, elle s'est transformée en énergie. C'est ce qu'on appelle de la fusion nucléaire. C'est ça la source d'énergie. Donc ici, dans notre casserole, on a une source d'énergie qui est électrique, donc c'est seulement une analogie. Et sur le Soleil, la source d'énergie, elle est au centre du Soleil, elle est nucléaire, c'est de la fusion nucléaire. Et puis ensuite, là c'est quand même très très clair parce que l'énergie qui est envoyée vers l'eau, elle traverse la casserole et la casserole, elle reste casserole, elle ne bouge pas. Tout ce qu'elle fait, c'est rayonner l'énergie depuis la source vers l'eau. Donc on appelle ça, on pourrait appeler ça, si on est très très pompeux ou si on est physicien, une zone radiative. C'est une zone qui rayonne et rien d'autre, quoi. Sur le Soleil, quand on s'écarte du centre, la pression décroît, bien sûr, hein, c'est normal, hein, comme toujours, quand on monte en montagne, la pression diminue aussi. Hein. Donc on s'écarte, la pression décroît, si bien qu'il y a un moment où il n'y a plus assez de pression pour faire de la fusion nucléaire. Mais seulement les protons qui restent bloqués les uns contre les autres, ils ne peuvent rien faire, quoi. Et tout ce qui se passe dans cette zone, c'est que l'énergie qui est émise par le centre de l'étoile, eh ben, elle est rayonnée, comme dans la casserole. Et donc, on appelle ça une zone radiative. C'est aussi simple que ça. Et puis, vous commencez à le voir sur les écrans, mais vous l'avez tous déjà vu, il y a de l'eau qui commence à bouillir, quoi. Qu'est-ce qui se passe quand l'eau est bout? Eh bien, l'eau qui est près de la casserole, elle frotte sur la casserole, et puis elle se réchauffe sur cette casserole, elle prend l'énergie qui arrive de la zone radiative, et puis, comme elle se réchauffe, elle se dilate. Comme elle se dilate, elle est plus légère, et donc elle monte.
Et quand elle monte, elle se refroidit, alors elle se recontracte, alors elle est plus lourde, alors elle redescend. Et ça fait un grand mouvement comme ça, qu'on appelle un mouvement de convection. Et vous avez tous entendu parler des convecteurs, bien sûr. Hein. Des fois, les radiateurs, on appelle ça des convecteurs, parce que c'est le même mouvement de convection de l'air qui vient se chauffer sur le radiateur, qui monte et qui redescend dans l'air, quoi. C'est un mouvement de convection. On pourrait dire de l'eau qui est en train de bouillir que c'est une zone convective. C'est comme ça qu'on dit sur le Soleil. Hein. Sur le Soleil, on a un moment où la pression devient tellement faible que finalement, la zone, elle n'a plus besoin d'être, elle n'est plus du tout bloquée sur elle-même, et donc ça bouillonne, exactement comme ce que vous voyez, je pense, sur les écrans, de l'eau qui bouillonne, et puis rien d'autre, quoi. Et c'est ça qui se passe sur le Soleil. Et puis de temps en temps, alors si c'est de la soupe un peu visqueuse, et le Soleil, il est un petit peu visqueux. Vous avez tous fait bouillir de la soupe, et vous savez que de temps en temps, il y a 2 grosses bulles qui montent comme ça, et à l'interface, ça éjecte des particules, quoi. Et sur le Soleil, il se passe ça aussi. Alors c'est un petit peu plus compliqué parce qu'il y a du magnétisme, je vais revenir là-dessus, mais ces éjections-là, on les appelle des éruptions solaires. Je vais revenir, hein, c'est des analogies, hein, c'est que des analogies. Hein, c'est juste pour fixer un petit peu les choses et que vous disiez, ouais, il y a une source d'énergie, une zone radiative, une zone convective. Et puis ce qu'on voit ici, alors vous le voyez, vous le savez bien, mais là, vous le voyez, quoi. Là, il y a une évaporation. Hein. Et bien sur le Soleil, il y a également une évaporation dans l'espace. Et cette évaporation, alors ici, c'est de l'eau, bien sûr, qui s'échappe. Sur le Soleil, l'évaporation, elle est faite de protons et d'électrons, et on l'appelle le vent solaire. En permanence, de partout, le Soleil baigne le système solaire de vent solaire, c'est-à-dire de protons et d'électrons. Pendant très longtemps, on a buté sur la définition du système solaire, et maintenant, la définition qui est la plus couramment admise du système solaire, c'est la zone dans l'espace à l'intérieur de laquelle ce qu'on reçoit, c'est des protons et des électrons du vent solaire. Et à l'extérieur de cette zone, eh bien, les protons et les électrons qu'on reçoit, c'est ceux qui viennent des autres étoiles, parce que les autres étoiles, elles envoient aussi des protons et des électrons. Voilà. Est-ce que ça va, ce que j'ai raconté? C'est super important pour les aurores boréales. Les protons, là l'ébullition, on la voit super bien. Je ne sais pas si vous arrivez bien à la voir sur les écrans. Voilà, on la voit, hein, ça bouillonne dans tous les sens, quoi, hein. Et les bulles, elles montent au-dessus de la surface, puis elles s'écrasent comme ça. Sur le Soleil, les bulles, elles montent jusqu'à 500 km au-dessus de la surface, puis elles s'écrasent. Voilà. Et chacune de ces bulles est plus gros, en général, plus gros que l'Europe. En tous les cas, c'est assez certain. Certaines sont plus grosses que la Terre. Tout au début, quand les physiciens ont commencé à observer le Soleil, ils trouvaient que ça ressemblait à des grains de riz. Alors, ils ont appelé ça de la granulation. Et ils ont essayé de faire des classifications. Ils parlaient de supergranulation, de granulation. On a fini, c'est fini, quoi. On n'utilise plus du tout cette classification-là. Donc voilà, ici, c'est le Soleil. Et le Soleil, c'est un astre qui tourne sur lui-même. Est-ce que maintenant, vous reconnaissez les choses? Alors, il se passe beaucoup de choses sur ce film-là. On voit cette ébullition, donc les bulles qui montent, elles sont chaudes, alors elles sont plus brillantes avec notre codage de couleurs, et puis elles se refroidissent et elles redescendent, et quand elles redescendent, elles sont un peu plus froides, et avec notre codage de couleurs, elles sont un peu plus sombres. Ça nous parle tout de suite comme ça, c'est assez chouette, quoi. Et puis ce qu'on voit sur le bord du Soleil, alors on voit beaucoup de choses, c'est cette évaporation permanente, et puis là, il s'est passé des choses absolument incroyables, quoi. En bas à droite, ça, c'est une éruption solaire. Je vais beaucoup revenir sur ce qui se passe avec les éruptions solaires, vous en faites pas, quoi. Je vous le repasse une dernière fois. Alors, c'est quand même beaucoup plus gros que des gouttes qui s'échappent de la soupe. Et pourquoi c'est plus gros? C'est parce que, je vais vous en parler beaucoup, c'est lié au champ magnétique du Soleil. Je vais vous raconter ce que c'est que le champ magnétique. Donc, comment le Soleil est fait, je viens de le faire, je viens de vous l'expliquer, tout va bien. Je voudrais vous montrer à quoi ça ressemble ce vent solaire. Alors, comment on fait pour voir le vent solaire? Les premières fois où on a vu en tous les cas ce qu'il y avait autour du Soleil, et ben c'est quand il y a eu des éclipses de Soleil. C'est-à-dire que la Lune, elle passe devant le Soleil et puis elle cache bien le Soleil, quoi. Et ça, c'est observé depuis maintenant des millénaires. Les premiers qui l'ont vu, c'est les Grecs. Enfin, sans doute, beaucoup de gens l'ont vu avant eux, mais les premiers qui l'ont nommé, c'est les Grecs, et ils ont trouvé que ça faisait une belle couronne autour du Soleil. Quand la Lune passait devant, on voyait bien tout ce qu'il y avait autour, et ils l'ont appelé la couronne solaire. Et on garde ce nom de couronne solaire. Et puis voilà qu'au début du XXe siècle, il y a un astronome qui s'appelle Lyot, qui travaillait à Toulouse, et Lyot, il se dit, j'en ai quand même un petit peu marre d'attendre que la Lune elle passe devant le Soleil pour voir la couronne.
c'est quand même pas compliqué de mettre un bout de carton au milieu de mon télescope et ça va me cacher le soleil. C'est un petit peu plus compliqué que ça, mais le principe, il est là, quoi. Et comme ça permet de voir la couronne, on appelle ça un coronographe. Et donc, on a lancé des coronographes dans l'espace à bord d'un satellite qui s'appelle SOHO. On en a deux qui s'appellent LASCO. Alors voilà ici ce que voit LASCO. Donc, le rond au milieu, c'est le cache qui n'est pas du tout en carton, c'est complètement numérique, mais c'est pas grave. C'est le cache qui est au milieu du télescope. Et le satellite SOHO, il est entre le Soleil et la Terre. C'est super cool parce qu'il voit tout le temps le Soleil et il nous envoie en permanence des images du Soleil sur la Terre. Et il tourne avec la Terre comme ça. Mais c'est un endroit qui est un endroit un petit peu instable. Pour les physiciens, c'est le point de Lagrange et pour les autres, on s'en fout complètement. Et alors, donc le SOHO, il est un peu instable, il bouge comme ça sur lui-même et on ne veut pas qu'il reçoive de la lumière du soleil direct parce que ça brûlerait LASCO, quoi. En vérité, on en a lancé 3 LASCO et le premier, on l'a cramé le premier mois, quoi. Bon, les 2 autres, ils tiennent encore le coup. Donc, on a fait le bout de carton plus grand que la surface apparente du Soleil. C'est pour ça qu'on a dessiné un petit rond blanc qui représente ce qu'est le Soleil derrière notre cache. Et voilà ce que voit LASCO. Alors, les dates sont très accélérées, hein. Vous voyez les dates qui défilent là en bas à gauche, quoi. Vous voyez que c'est incroyable ce vent solaire, hein. Et alors, on est dans la couronne et de temps en temps, il y a des énormes bouffées de vent solaire qui s'échappent de la couronne, qui arrachent de la masse de la couronne. Alors, on appelle ça des éjections de masse coronale. Ouais, c'est assez simple comme nom, quoi. Donc, je vous balance quand même des mots, hein, zone radiative, convective, éjection de masse coronale, mais enfin, en vérité, c'est pas très, très compliqué à comprendre. Donc voilà. Et puis de temps en temps, sur l'écran, on voit comme de la neige. Et ce n'est pas de la neige, c'est les protons et les électrons du vent solaire qui arrivent sur LASCO et puis qui tapent dans notre télescope et puis qui saturent les capteurs. Donc c'est vraiment un truc, on en est baigné, quoi. On en a tout de partout, quoi. Donc, je vous ai déjà dit, tout ça est très très fortement lié au champ magnétique. Alors, je voudrais vous expliquer ce que c'est que le champ magnétique. Il y en a plein qui savent, hein, mais il y en a sûrement qui ne savent pas. Voilà, je vais poser mon eau. Ici, j'ai apporté une boussole. Vous avez tous déjà vu une boussole, hein, évidemment, hein. Voilà, je vais la mettre comme ça. Et puis ici, j'ai un aimant. Et puis vous avez tous déjà joué à ça, que quand on met l'aimant près de la boussole, et ben on arrive à faire tourner l'aiguille comme on veut, quoi. Je suppose que vous l'avez tous fait déjà, ça, hein. Et puis, vous voyez ce qu'on a fait sur cette boussole. Donc, c'est mes amis ici de l'université qui l'ont fait. Ils ont mis un enroulement de fils de cuivre. Vous les voyez ici, ces fils de cuivre. Et ils m'ont prêté une pile, elle est là. Et je vais juste connecter mon enroulement de fil de cuivre sur la pile. Hop. Et ça fait comme un aimant, quoi. Ça fait bouger l'aiguille, quoi. C'est quand même un truc complètement fou, ce truc. Ça nous raconte plein de choses, ça, quand même, quoi. Tout ce qu'on a fait avec ça, c'est qu'on a fait l'enroulement et on a fait tourner de l'électricité dans l'enroulement, quoi. Ce que ça nous dit, c'est que l'électricité, c'est l'effet à distance, le magnétisme, c'est l'effet à distance d'électricité qui bouge. On a fait bouger de l'électricité et ça fait tourner l'aiguille de la boussole. C'est l'effet à distance d'électricité qui bouge. Encore une fois, je me méfie parce que des fois j'ai des reproches de mes collègues. Donc pour les collègues, c'est la loi de Biot et Savart, et pour les autres, c'est pareil, on s'en fout, ça n'a pas d'importance. Donc voilà, c'est important. Imaginez, tout à l'heure j'avais des étudiants, donc je vais répéter ce que je leur ai dit. Imaginez que vous avez devant vous un tas d'électricité. C'est pas possible, c'est juste l'expérience qu'on fait dans sa tête, quoi, hein, parce que l'électricité, elle bouge, hein, de toute façon. Vous avez devant vous un tas d'électricité et vous êtes à distance, et il ne bouge pas. Ce que vous ressentez, c'est un champ électrique. Et ce champ électrique, vous en avez l'habitude, parce que quand il y a de l'orage, il y a le sol qui se tapisse d'électricité, la base des nuages se tapisse d'électricité, vous êtes entre les deux, les nuages ils sont quasiment fixes, et le champ électrique, il y a les cheveux qui se restent sur la tête. Enfin pour vous, madame, pas pour moi,
Mais pour ceux qui ont des cheveux, vous le savez tous, quoi. Et ça fait tout un tas d'autres effets, quoi. Mais voilà, ça c'est le champ électrique. Si le tas d'électricité il se met à bouger, alors il se passe ça, quoi. Il se passe que il y a un effet supplémentaire qu'on appelle le champ magnétique et l'aiguille elle se met à bouger, l'aiguille de la boussole, quoi. Donc voilà, tous les mots ils sont importants en physique, hein. Quand je dis à distance, ça veut dire que si vous êtes à cheval sur le tas d'électricité, il ne se passera rien, vous ne ressentirez pas de champ magnétique, hein. Il faut que vous la regardiez passer, quoi. Partout, dans les tables, partout autour de nous, dans le bois, dans votre corps, dans vos lunettes, de partout, il y a de l'électricité qui bouge, parce que tous ces atomes et ces molécules dont sont faits tous nous, notre corps, tout ça, il y a plein d'électrons qui bougent, quoi. Alors les électrons, ils tournent sur eux-mêmes. Et puis, quand ils tournent sur eux-mêmes, alors ils peuvent tourner autour d'autres choses, mais en général, ils tournent sur eux-mêmes. Je le dis encore une fois, c'est du magnétisme de spin et les autres, on s'en fout. Donc, ils tournent sur eux-mêmes et ça fait un petit pôle nord et puis un petit pôle sud. Et dans votre corps, dans les tables, là-dedans, dans la craie, eh ben, les électrons, il y en a qui tournent comme ça, d'autres comme ça, d'autres comme ça, ils tournent dans tous les sens et tous les pôles nord et tous les pôles sud, ils s'annulent. Dans un aimant, ils tournent tous dans le même sens. Pour plein de raisons, ça n'a pas grande importance, c'est la propriété de l'aimant. Ils tournent tous dans le même sens. Alors tous les petits pôles nord et tous les petits pôles sud, ils s'ajoutent, et ça fait un gros pôle nord et un gros pôle sud. Ça fait un aimant. Et pourquoi ça colle sur le métal et pas sur vous? C'est parce que les métaux, c'est un truc qui est vraiment très très joli, quoi. C'est comme des cristaux, c'est-à-dire vraiment des jolis assemblages d'atomes. Et les électrons, ils peuvent aller d'un atome à l'autre. Pour l'atome, ça ne change rien, quoi, que ce soit un électron ou un autre. Donc, il voyage super librement dans la plupart des métaux, quoi. Et quand on amène un aimant sur la porte du frigo, eh ben, les électrons dans la porte du frigo, ils se mettent à tourner, pareil, puis ils s'échangent avec l'aimant. Voilà, ni vu ni connu. Il y a autant d'électrons partout, mais ils n'arrêtent pas de s'échanger, ça colle. Voilà. Vous vous rendez compte, ce que j'essaye de vous dire, c'est que le magnétisme et l'électrostatique, l'électricité, c'est pareil. C'est la même chose, quoi. C'est les mêmes lois, en fait. Et ça a mis super longtemps à réaliser cette histoire, quoi. C'est au milieu du 19e siècle que les physiciens de l'époque, absolument fantastiques, donc il y avait essentiellement des Européens, des Anglais, des Français, ont réussi à unifier tout ça et à se dire, ben, attendez, c'est pareil, en fait, c'est les mêmes équations. Alors c'est Maxwell qui a tout unifié, mais il y a vraiment, c'est incroyable, c'est la même chose. Si bien que le vent solaire, puisqu'il est fait d'électricité qui bouge, il transporte avec lui son propre champ magnétique. Et dès qu'il y a du champ magnétique sur le Soleil, eh ben, ça va faire bouger les protons et les électrons. Alors sur cette image, est-ce que peut-être on peut éteindre une partie des lumières? Parce que alors je sais que ça va en endormir une partie, mais je vais vous montrer des aurores et si on pouvait avoir moins de lumière, ce serait vraiment super. Merci. Ah, c'est vraiment mieux. Ici, ce qu'on voit, c'est le Soleil. Donc, on voit en bas le Soleil, la surface du Soleil. C'est un satellite japonais qui a pris ces films. Et puis, en haut, c'est le ciel. Alors, je vais vous le passer plusieurs fois. On voit qu'un petit bout du Soleil, hein. Voilà. Quelque part, les protons se mettent à tourner. Et puis, ça crée un champ magnétique qui entraîne les autres protons à tourner, qui augmente le champ magnétique, qui entraîne les protons à tourner, qui augmente le champ magnétique, qui entraîne les protons à tourner. Et ça commence à faire une énorme spirale. Enfin, vous reconnaissez quand même l'enroulement du fil que je vous ai montré tout à l'heure, quoi, hein. C'est quand même un truc complètement fou, quoi. Et comme il y a de plus en plus de protons qui tournent, et ben, ils tournent de plus en plus haut au-dessus de la surface du Soleil. Ils montent jusqu'à 500, 600, 1000, plusieurs milliers de kilomètres. Et quand ils montent, ils se refroidissent. Et on appelle ça une protubérance. Alors, c'est très joli parce que quand on le voit de côté sur le fond noir du ciel, ça reste très brillant, donc on le voit très très brillant. Mais comme ils se refroidissent, ils sont un peu moins lumineux. Et quand on les voit sur la surface du Soleil, on les voit plutôt sombres. On appelle ça on appelait ça autrefois des filaments. Et si vous voulez bien, regardez sur la droite, je vais le repasser. Regardez sur la droite, là, ici, vous allez voir l'ébullition, là, comme dans la casserole. De ce côté-là, là. On la voit super bien. Regardez, c'est quand même... Donc, ça, c'est la surface du Soleil, hein, c'est la zone convective. On a cette ébullition et localement, des fois, le champ magnétique se met à se structurer et les particules commencent à se structurer tout ensemble et elles montent et elles montent. Et puis ces tubes-là, ces énormes tubes, des fois, il y a un moment où ils sont farcis d'électricité, des protons et des électrons, et ça casse, quoi, parce qu'il y a trop de tension là-dedans, quoi. Pouf, ça casse et ça envoie tous ces protons et tous ces électrons dans l'espace. C'est une éruption solaire. Ça va, c'est pas trop compliqué?
Vous me dites, hein, vous avez le droit de m'arrêter, de dire si je vais trop vite. Alors maintenant, vous avez bien compris ce qu'est le Soleil. Voilà un film qui a été pris avec SDO, donc un satellite qu'on a maintenant d'observation du Soleil, qui est un satellite américain. Si bien que dès qu'il y a des boucles comme ça, là, comme ici, là, ben vous savez maintenant qu'il y a un champ magnétique avec un pôle plus et puis un pôle sud, un pôle nord, et puis des particules qui tournent comme ça de l'une à l'autre. Et ça, c'est une protubérance. Et voilà ce que voit SDO. Vous voyez qu'il y en a de partout, hein. Le champ magnétique sur le Soleil, c'est vraiment c'est un truc qui est super difficile. Enfin, il y en a de partout, il y a des pôles sud, des pôles nord. En vérité, c'est un petit peu... ça évolue énormément. En ce moment, sur le Soleil, il y a un pôle magnétique d'un côté, un pôle magnétique de l'autre, un pôle sud, un pôle nord, quoi. Et puis, au cours des années, ça commence à se dégrader et puis commence à apparaître des petits pôles sud, des petits pôles nord un peu partout sur le Soleil, et puis de plus en plus, et puis de plus en plus. Et puis le gros, là, qui était au nord et au sud, ils sont de moins en moins intenses, quoi. Jusqu'à un moment où, en fait, ils sont plus du tout intenses, ils disparaissent. Voilà. Mais par contre, sur le Soleil, de partout, il y a des pôles nord, des pôles sud, là, comme ici. Et comme il y a plein de petits pôles nord, plein de petits pôles sud, de partout, il y a des protubérances qui se créent et des éruptions solaires qui partent du Soleil, comme ça, quoi. Et quand il y a juste un pôle nord, un pôle sud, il y a évidemment du vent solaire. Il avance à une vitesse, enfin, au niveau de la Terre, il arrive à une vitesse de 370 km par seconde en moyenne. Ça veut dire qu'il y en a qui va à 200, d'autres qui va à 500, mais en moyenne, c'est 370 quoi, par seconde, kilomètres par seconde. Et puis, quand ça commence à se dégrader, alors là, il commence à y avoir plein de protubérances, et en plus du vent solaire normal, qu'on appelle, nous, le vent solaire lent, eh ben, il y a des grosses bouffées de particules qui partent, du vent solaire rapide, qui peut aller jusqu'à 1000 km par seconde, plus que ça. Moi, en 2003, j'étais en manip, j'ai eu 1100 km par seconde, ça, c'était vraiment super. Voilà. Et donc, on a plusieurs types de vent solaire. Et quand ce vent solaire rapide, il se dirige vers la Terre, il rencontre du vent solaire lent là-dedans, quoi. Et ce vent solaire lent, ça fait un peu comme sur, je sais pas, une autoroute, quoi. Il ralentit le vent solaire rapide, mais il y a des collisions, le vent solaire rapide, il pousse. Alors, ça fait des espèces de compression et de dilatation dans le vent solaire, quoi. C'est super joli, ces espèces de compression et de dilatation, mais ça va être extrêmement important tout à l'heure pour les aurores boréales, quoi. Voilà, et c'est juste parce que des fois, il y a du vent solaire rapide et du vent solaire lent, quoi, tout ça. Quand le Soleil il a un pôle nord et un pôle sud, on dit qu'il est calme. Bon, il envoie juste son vent solaire régulier, quoi. Et quand il y a plein de petits pôles nord, plein de petits pôles sud de partout, on dit qu'il est actif. Quand il est calme, eh ben, il y a le vent solaire normal. Quand il est actif, il y a plein d'éruptions de partout, quoi. Tout à l'heure, je vous ai montré ces éjections de masse coronale. C'est aussi le champ magnétique qui se répand dans la couronne et puis qui a le même effet pour expulser une partie de la couronne. Quand le vent solaire est calme, quand le Soleil est calme, il y a environ une éjection de masse coronale tous les 3 jours. Quand le Soleil est actif, il peut y avoir jusqu'à 2 ou 3 éjections de masse coronale par jour terrestre, hein, par jour terrestre. Donc, vous voyez, c'est une étoile incroyablement variable, quoi. C'est quelque chose de... Alors, parmi vous, certains ont entendu parler des taches solaires. Alors, pour vous raconter ce que sont les taches solaires, parce que c'est une chose qu'on compte depuis très très longtemps, j'ai besoin de vous raconter ce que c'est que la température. Faut être juste physicien pour se poser la question de ce qu'est la température, parce que tout le monde sait que la température, c'est quand il fait chaud, quoi. Mais nous, on se demande quand même d'autres choses. Qu'est-ce que c'est que la température? C'est quoi ce truc, quoi? Donc, je vais vous le raconter. Dans la pièce, ici, il y a du gaz, et ce gaz, il bouge. Il bouge parce que c'est du gaz, il n'y a rien qui le contient. Et à chaque fois qu'il vient taper dans votre peau, il y a un petit échange d'énergie. Et Boltzmann, qui est pour moi le plus grand savant de tous les temps, avec sans doute Einstein, et puis enfin, ils ne sont pas très nombreux dans le panthéon, Boltzmann, il fait des expériences avec des bouteilles dans lesquelles il met du gaz, et il se dit, mais en fait, si je moyenne tous ces transferts d'énergie-là, c'est la température. La température, c'est un effet de collision. À chaque fois qu'il y a des collisions, il y a un échange d'énergie. S'il n'y a pas de collision, il n'y a pas d'échange d'énergie, donc il n'y a pas de température. Et ses collègues lui disent, t'es fou, pas de température, ça ne veut rien dire. Et lui dit, si, pas de température, ça veut dire pas de collision. Et de fait, eh ben, on a défini une échelle avec un zéro absolu des températures, et un zéro absolu des températures, on ne peut pas aller en dessous, c'est qu'il n'y a pas d'échange d'énergie possible. On le fait à Paris, on a un labo qui descend jusqu'à presque zéro. Et comment ils font? Ils envoient des particules tout
toutes dans le même sens. Mais il y a des particules, hein, puis elles vont vite, hein, elles vont super vite, quoi, hein. Mais il les envoie toutes dans le même sens, de telle sorte qu'il ne peut pas y avoir de collision entre elles, quoi. Et la température dans le faisceau, eh ben, elle est très très faible. Si on met un écran là, elles tapent dedans, et là, elles laissent toute leur énergie dedans, hein. C'est chaud, là. Hein. Mais dans le faisceau, c'est incroyable ce truc, quoi. C'est un drôle de truc. La température, c'est quand il n'y a pas de collision. C'est ça que ça veut dire. Alors, imaginez sur le Soleil. Localement, on a un champ magnétique qui se crée parce que des protons se mettent à tourner, ils entraînent des protons qui se mettent à tourner, etc. Et tous ces protons, ils se mettent à tourner dans le même sens. Ils tournent comme ça. Et comme ils tournent comme ça, il y a moins de collisions, parce qu'ils vont tous dans le même sens, quoi. Et la température, elle baisse. En surface du Soleil, là où c'est jaune, la température, elle est de l'ordre de 6000 degrés, à peu près, 5700. Enfin, bon, le chiffre exact n'est pas très important. Mais là où c'est sombre, la température, elle a baissé de 2000 degrés, quoi. Juste par le fait que, comme ils vont dans le même sens, qu'il y a un champ magnétique intense localement, eh bien, les particules, elles collisionnent moins et la température a baissé. Alors, comme elle baisse, il y a moins de rayonnement et ça apparaît sombre. Et ça a commencé à être mesuré il y a 400 ans. Donc, on a 4 siècles de mesures. Et ce qui est évidemment maintenant, vous avez bien compris ce qui se passe avec le champ magnétique. Quand le soleil est calme, eh ben, il n'y a pas de taches. On appelle ça des taches solaires. Et puis quand le soleil est actif, il y a des taches solaires, parce que localement, il y a beaucoup d'endroits où il y a du champ magnétique. Et avec des petits pôles nord et des petits pôles sud. Regardez, sur l'animation, là, le soleil était très actif. Il y a vraiment beaucoup de tâches. Hein. C'était un moment, on avait des centaines de tâches sur le Soleil. Alors, on a des façons de les compter. Et les gens qui comptent les tâches solaires, c'est très difficile parce que je suis sûr que si on faisait le test dans la salle, là, on n'arriverait pas à tous dire le même nombre de tâches, quoi. On arriverait à quelque chose à peu près similaire, mais pas exactement, quoi. Donc, il faut former des gens pour compter les tâches solaires. Et qui c'est qui les forme? Eh ben, c'est des Belges qui se trouve à l'observatoire ici à Bruxelles, qui s'appelle Frédéric Klett, c'est un des plus grands maîtres des tâches solaires au monde, et puis Laure Lefebvre, voilà, et ils travaillent à l'observatoire ici, et ils vont dans le monde entier, et ils forment des gens à compter les tâches. Et ce qu'on constate, c'est que le nombre de tâches, donc on part avec un soleil calme, il n'y a pas de tâches sur le soleil, et puis le soleil commence à devenir actif, et puis il y a de plus en plus d'éruptions, d'éjections de masse coronale, de plus en plus de tâches, et ça dure à peu près 5, 6 ans, 7 ans, et puis après, il y a de moins en moins de tâches, de moins en moins de tâches, de moins en moins d'éruptions, et ça dure encore 5 à 7 ans, quoi. Au total, entre un moment où il n'y en avait pas et un moment où il n'y en avait pas, entre deux soleils calmes, il s'écoule entre 10 et 13 ans. Dans la littérature, on lit un nombre magique de 11 ans. Il est complètement faux. Ce n'est pas 11 ans. Des fois, c'est 10. Des fois, c'est depuis 400 ans. D'ailleurs, on n'a que 400 années d'observation. C'est extrêmement court, quoi. Le dernier cycle, on appelle ça un cycle solaire. Il a duré 13 ans. Bon, c'est comme ça, quoi. Quand on pointe un télescope sur une tâche, voilà à quoi ça ressemble. Alors là, vous avez les granulations, vous vous rappelez, là, ces bulles qui montent et qui descendent de chaque côté. Ça paraît comme un gros trou, c'est pas un gros trou du tout, hein. Pour le montrer, j'ai amené ça, mais je ne sais pas si je vais bien pouvoir le montrer. C'est de la limaille de fer. Voilà, j'ai juste pris des clous, puis je les ai limés à la maison, puis j'amène mon aimant ici à côté. Voilà, et puis je fais une chose, c'est difficile à voir, vous le voyez là, qui ressemble quand même bougrement à cette tâche-là. Alors attention, hein, j'essaye pas de vous dire que le soleil il est fait de limaille de fer, hein, c'est pas du tout ça. Hein. Juste ce que j'essaye de vous convaincre, c'est que le soleil, comme toutes les étoiles, c'est une étoile magnétique. Et c'est le champ magnétique qui est le pilote de toute l'énergie solaire. Et ça, c'est une découverte de pas de l'énergie, de toute l'activité solaire. Et ça, c'est une découverte qui est très très récente. C'est une découverte qui a même pas 15 ans, et c'est seulement depuis une quinzaine d'années, et on n'est pas encore entièrement sûr de nous, qu'on a compris où le champ magnétique du Soleil trouve son origine. Et quand je vous ai fait bouillir de l'eau tout à l'heure, je vous ai caché une chose super importante, c'est la couche où l'eau, elle se réchauffe sur la casserole, quoi. Ça, c'est une couche qui c'est pas pareil qu'ailleurs, quoi. Il y a de l'eau là qui vient prendre l'énergie qui sort de la zone radiative, quoi. Cette zone-là sur le Soleil, il semble que c'est là, et on l'appelle la tachocline, il semble que c'est là que naissent le champ magnétique du Soleil. Et donc, on a des protons qui se structurent à cause de la chaleur, qui se mettent à tourner, à créer du champ magnétique, et puis ils montent à l'intérieur de la zone convective. Ils transportent avec eux leur champ magnétique qui va créer les tâches et qui va créer tout un tas d'autres phénomènes dont je viens de vous parler. La tachocline. Alors, les recherches sont encore très en cours sur la tachocline, donc je ne vais pas aller très loin là-dessus. Je veux vous montrer d'autres films sur le Soleil.
Je regarde l'heure parce que je suis super bavard et j'ai peur de vous prendre trop de temps, quoi. Mais vous allez comprendre comment on fait. Pourquoi ce soleil que je vous montre maintenant, il ne ressemble pas du tout aux autres, quoi. Tout à l'heure, je vous ai montré un soleil avec des taches. Là, on ne les voit plus, les taches. Voilà comment ça se passe. Au milieu du soleil, on a la fusion nucléaire, il fait 15 millions de degrés, c'est des températures tellement extrêmes qu'on ne sait même pas ce qu'elles veulent dire, quoi. Les collègues en physique atomique ou en mécanique quantique, quand ils commencent à travailler sur des températures comme ça, on commence à être en limite de ce qu'on sait faire, quoi. On n'est plus entièrement sûr de la physique. Elle est compliquée, la physique, aux très très hautes températures, quoi. Qu'est-ce que ça veut dire la fusion? C'est compliqué, hein. Bon, eux, ils savent. Moi, je ne sais pas bien. Eux, ils savent, ils sont très forts, hein. Mais quand on s'écarte du soleil, la température diminue. En surface, elle est de l'ordre de 6000 degrés. Et puis, on arrive dans la couronne solaire. Et vous vous rappelez, je vous ai dit, ça monte, ça descend, ces bulles, quoi. Alors, on s'est amusé. On a regardé combien de temps s'écoule entre le moment où on a autant de tâches en l'air et puis le moment suivant où on a autant de tâches en l'air, quoi. Il s'écoule 5 minutes à peu près. C'est 4 minutes 59 quelque chose, quoi. 5 minutes, disons 5 minutes. Donc ça veut dire que le soleil, il a une vibration propre à 5 minutes. Voilà. Ça a généré toute une discipline qui est de l'héliosismologie. C'est super joli comme nom, quoi. Et avec cette sismologie solaire, on arrive à comprendre ce qu'il y a dans le soleil. C'est extraordinaire. Quoi qu'il en soit, 5 minutes, voilà, des tâches qui montent et qui descendent. Ça ne veut pas dire que chaque tâche, elle va monter et descendre en 5 minutes. Hein. Ce n'est pas ça que ça veut dire. Elle peut mettre plusieurs jours pour monter et descendre. Mais toutes les 5 minutes, il y a autant de tâches en l'air et autant de tâches en bas, quoi. Voilà. Et alors, ça fait une vibration comme ça de 5 minutes. Vous savez, quand on joue à la balançoire, qu'on pousse la balançoire, si on pousse en phase avec la balançoire qui revient, on peut faire monter la personne très très haut, quoi, en donnant très très peu d'énergie, hein. Un tout petit peu d'énergie, et la balançoire elle monte de plus en plus haut, quoi. Sur le soleil, il se produit la même chose. C'est-à-dire que ces 5 minutes-là, ça envoie de l'énergie avec une pulsation de 5 minutes, et il y a un endroit à quelques centaines de kilomètres au-dessus du Soleil, environ 1500 kilomètres au-dessus du Soleil, où ça fait bouger toutes les molécules bien en phase, quoi. Et là, la température, elle monte, et elle monte à plus de 1 million de degrés. Ah, c'est un truc, on appelle ça la zone de transition. En quelques kilomètres, 1 million de degrés, quoi. C'est un truc de fou, quoi. Et alors, qu'est-ce que... Ça veut dire des choses. Imaginez le fer. Le fer, c'est un noyau de fer, et autour, il y a 28 électrons. Je crois que c'est 28 électrons. Si on le chauffe un peu, il en perd un. Voilà, il y a un électron qui s'en va, et puis il reste du fer à qui il manque un électron, et puis il y a un électron qui est parti, on s'en fout. Maintenant, vous avez tous déjà vu à la télévision des fonderies. Vous savez, quand on fait couler du métal, quand on fait couler du métal, il prend une couleur dorée, quoi, qui est super jolie, quoi. Je pense que vous avez tous déjà vu ça, quoi. Et quand on chauffe, quand on chauffe une lame de couteau, elle devient rouge, quoi. Ça veut dire que le rayonnement de la matière, il est différent selon la température. C'est tout ce que j'essaye de vous dire, quoi. Si je vois du fer rouge, je sais qu'il a une certaine température, quoi. Et ben, le fer sur le Soleil, quand il a perdu un électron, il n'a pas la même couleur que quand il n'a pas perdu d'électrons, quoi. Et si on chauffe à 1 million de degrés, et ben, il a perdu 14 électrons, et ben, il n'a pas la même couleur que quand il a perdu un seul électron. Donc c'est super facile, une fois qu'on sait ça, quoi. On prend un télescope, on met un filtre, une lunette de soleil, alors pour le coup des vraies lunettes de soleil, devant notre télescope, et puis on regarde la couleur du fer qui a perdu 14 électrons. Et on sait là où il a 1 million de degrés. C'est simple comme truc, hein. Donc on a lancé des télescopes dans l'espace pour voir le fer là où il a perdu 1 million de degrés. Là où il est à 1 million de degrés, où il a perdu 14 électrons. Les codes de couleurs sont différents parce que ce sont 2 satellites différents. À gauche, on a SOHO. Et donc là, on est dans la couronne du Soleil. À gauche, on a SOHO, qui est un satellite européen essentiellement et un peu américain. Et à droite, SDO, qui est plus récent, qui est purement américain. Et entre les deux, il y a 5 ans. Et là, vous voyez, on a l'impression que c'est 2 étoiles qui n'ont rien à voir, quoi. On a l'impression que c'est 2 étoiles totalement différentes. C'est toujours le Soleil. À gauche, le Soleil est calme. Et vous voyez qu'il y a 2 taches plus sombres au nord et au sud.
Ça fait comme des trous dans la couronne, il est calme. On appelle ça des trous coronaux, parce que simplement, c'est dans la couronne, quoi. Et à droite, vous voyez qu'il y a des zones sombres un peu partout sur la surface. Encore une fois, c'est le champ magnétique qui pilote ça. C'est-à-dire que quand le champ magnétique il est intense quelque part, eh ben, les protons, tout ce qu'ils peuvent faire, c'est tourner autour. Et dans ce cas-là, la température elle baisse, quoi, hein. C'est tout ce qui se passe. Et c'est ce qui se passe ici dans nos trous coronaux, quoi. Et donc on a un soleil calme ici avec des trous coronaux répartis un petit peu partout. Pardon, un soleil calme ici avec des trous coronaux au nord et au sud. Il y en a un petit ici. Et puis ici, un soleil actif avec des trous coronaux partout. Et puis évidemment, de nouveau, des protubérances et tout un tas de choses qui se passent. Quand j'ai préparé la conférence, c'était le 1er février. Et donc voilà à quoi ressemblait le soleil. Donc vous reconnaissez, il est à peu près pareil aujourd'hui, hein. Vous reconnaissez ici les mêmes photos avec des trous coronaux au nord et au sud. Donc ici, tout ce qu'on observe, c'est des températures différentes avec des couleurs différentes, quoi. C'est tout. C'est un codage, hein. Il n'est pas vert le soleil, hein. Vous savez bien qu'il n'est pas vert, hein. Mais nous, on s'est donné un code de couleur, quoi. Ici, c'est la même chose que tout à l'heure avec les taches. En ce moment, il n'y a pas de taches. Et puis ici, vous reconnaissez le coronographe. Je ne vais pas parler de celui-là parce qu'il est un peu compliqué, mais vous reconnaissez les coronographes. Et vous voyez que le vent solaire, il est relativement ennuyeux. Il s'échappe à l'équateur, donc évidemment, il vient vers la Terre, mais il est relativement ennuyeux. On dit que le soleil est calme. En ce moment, le soleil est très, très calme. Il se trouve que pendant une quarantaine d'années, jusque dans les années 2000, à peu près à la fin des années 90, quand le soleil était actif, il était vraiment actif, quoi. Là, il crachait, il crachait, il crachait. Et puis, depuis le début des années 2000, pour des raisons où ça n'a aucune importance, c'est tout à fait factuel, il n'y a pas d'intention derrière, il est très très calme. Et même quand il est actif, il n'est pas très actif. Donc tout à l'heure, je vous ai dit, il y a le rayonnement. Et la question qui se pose, bien sûr, c'est est-ce que le soleil, il est différent vis-à-vis du rayonnement? Il se trouve que pour ce qui est du visible, on ne voit pas, on n'arrive pas à mesurer de différence entre un soleil calme et un soleil actif. À dire vrai, les barres d'erreur sur nos mesures, c'est-à-dire l'incertitude sur nos mesures, elle est de l'ordre de 0... Elle est de l'ordre de 4 pour 1000, de 3 pour 1000. Voilà, on n'arrive pas à avoir une meilleure précision que ça, 3 pour 1000. Et 3 pour 1000, le problème, c'est que ça pourrait suffire à expliquer le réchauffement climatique, 3 pour 1000, quoi, si on se trompe. Voilà. Néanmoins, je reviendrai sur cette notion-là, parce que ce n'est pas ça qui se passe avec le réchauffement climatique. En revanche, je vous ai dit, le soleil, il émet aussi beaucoup d'ultraviolets, de rayonnement X, je vous ai parlé de tout ça. Et bien ça peut être multiplié par 100 quand le soleil il est actif, quoi, par 100, quoi. Et ça a quand même des impacts relativement intéressants dont je ne vais pas parler beaucoup aujourd'hui. Si, je vais en parler un petit peu, mais rapidement. Quand on envoie de la lumière visible sur la peau, il ne se passe rien. Quand on envoie de l'ultraviolet sur la peau, on a un coup de soleil. Enfin, d'abord, on bronze et on a un coup de soleil. Qu'est-ce qui se passe pour avoir un coup de soleil? Eh bien, le sébum, enfin la peau qui reçoit cet ultraviolet, l'ultraviolet, il arrive, nous on dit qu'il est énergétique. Dans nos mots, ça veut dire quelque chose, mais on peut comprendre, même si on n'est pas physicien, énergétique, oui, ça brûle plus que la lumière visible. Bon, voilà, on peut dire ça. Ce qui se passe, c'est que ce rayonnement ultraviolet, il est suffisamment fort pour commencer à faire vibrer les molécules de la peau. Les molécules de la peau, elles absorbent l'ultraviolet et elles se mettent à vibrer comme ça, elles se mettent à bouger, quoi. Et elles frictionnent l'une sur l'autre. Et cette friction, bah, ça fait mal, quoi, hein. Donc au début, il y a du sébum qui se met là pour bloquer ça, et puis pas du sébum, de la mélatonine, pardon, qui se met, et on bronze, mais si on continue à mettre de l'ultraviolet, au bout d'un moment, on a des coups de soleil, quoi. Ça fait super mal, ce truc-là, quoi. C'est parce que les molécules, elles se mettent à vibrer, quoi. L'eau, elle se met à vibrer sur elle-même, on est fait d'eau essentiellement. Voilà. Et si on envoie de l'extrême ultraviolet, alors là, les molécules de notre peau, elles ne se mettent pas à vibrer, quoi. Les électrons, ils s'arrachent carrément, quoi, et on meurt. Voilà. Donc, il y a plein de façons d'arrêter l'ultraviolet et l'extrême ultraviolet dans l'atmosphère, et la principale, c'est d'arracher des électrons à la matière. Donc, côté jour, on a notre atmosphère, et au-dessus de 80 km d'altitude, tout l'extrême ultraviolet est arrêté en arrachant des électrons
à l'air, et l'air, il est fait d'oxygène et d'azote. Voilà. Et en dessous de 80 km d'altitude, c'est fini, il n'y a plus d'extrême ultraviolet. Ça a mis très très longtemps à se faire, ça a mis des milliards d'années à se mettre en place, et tant que ce n'était pas en place, la vie, elle pouvait avoir lieu que dans les océans. Mais dès que ça a été mis en place, parce que beaucoup de gaz s'est échappé, et puis ensuite il y a eu beaucoup d'oxygène qui s'est échappé, qui est super efficace pour arrêter l'extrême ultraviolet, alors la vie, elle a pu sortir des océans, quoi. Voilà. Donc ce qui est intéressant, c'est ça, c'est que quand le soleil est actif, l'extrême ultraviolet, il peut être multiplié jusqu'à un facteur 100, quoi. C'est pas rien, quoi. Ça veut dire qu'il y a beaucoup, beaucoup plus d'électrons côté jour au-dessus de 80 km d'altitude, beaucoup plus d'électricité. Donc, pour résumer, le Soleil, la vision moderne, c'est une étoile très active qui n'arrête pas de changer de configuration et qui envoie dans l'espace du rayonnement et du vent solaire. Et ce rayonnement et ce vent solaire, il est très très variable. Et tout ce qui pilote l'activité solaire, c'est le champ magnétique. Et cette électricité, je vais me reconcentrer dessus, elle voyage dans l'espace et elle baigne tout le système solaire et en particulier la Terre. Alors, je vais vous faire un sketch là. Voilà comment ça se passe. L'électricité, donc on a des protons plus des électrons moins qui arrivent, ils arrivent vers la Terre et la Terre, elle a un champ magnétique, hein, c'est super important, quoi. Et quand ils arrivent vers la Terre, la première chose qu'ils font, ça s'appelle courage-fuyon. Et ils fuient, mais ils ne peuvent pas fuir parce qu'il y a le vent solaire qui pousse par derrière. Alors tout ce qu'ils font, c'est contourner la Terre comme ça, quoi. Ils passent autour, quoi, parce que le champ magnétique les bloque. Alors dans la littérature, sans doute certains parmi vous ont vu, le champ magnétique nous protège du vent solaire. Moi, j'aime pas beaucoup cette façon de voir les choses, parce que c'est pas vraiment une protection, quoi. C'est un petit peu plus compliqué que ça, quoi. Parce qu'au moment où ils s'approchent de la Terre, puis ils sont déviés, comme ça, ils sont aussi accélérés, quoi. Ça rend le milieu spatial plus agressif. Peu importe. Ils contournent la Terre comme ça, et puis au bout d'un moment, le champ magnétique il est de plus en plus faible, donc ils peuvent se retrouver, et puis ils se retrouver là-bas à plusieurs rayons terrestres, à plusieurs centaines de milliers de kilomètres de la Terre, et il y a une zone où tout ce vent solaire qui est passé par au-dessus, par en dessous, par l'est et par l'ouest se retrouve. Hein, ça va, ce que je raconte, c'est pas trop compliqué? Et alors, là où il se retrouve, ce vent solaire, il y a plein de collisions. Donc il y a une partie du vent solaire qui s'échappe vers l'espace, puis à cause des collisions, il y en a une partie qui revient vers la Terre. Rappelez-vous, c'est de l'électricité, hein. Donc toute cette électricité, elle revient vers la Terre, et puis sur les flancs de cette cavité, là qu'on appelle la magnétosphère, sur les flancs de cette cavité, il y a aussi une partie du vent solaire qui rentre. Et elle se retrouve dans un milieu qui est rigolo, quoi, avec ce champ magnétique de la Terre, et elle se met à tourner autour de la Terre. Donc elle tourne en spiralant autour de la Terre. Alors, tout à l'heure, j'ai parlé à mes étudiants, aux étudiants qui sont venus me rendre visite. Il y a d'autres phénomènes qui se produisent avec des champs électriques, mais on va l'oublier pour le moment, hein. Elle tourne autour de la Terre, comme ça, c'est toujours la même chose, hein. Vous vous rappelez, hein, quand on fait tourner des électrons, et ben, il crée un champ magnétique, donc s'il y a un champ magnétique, les électrons, ils tournent. Voilà. Et ils tournent comme ça en spiralant, et ça fait une espèce de grosse bouée autour de la Terre. Enfin, ça ressemble à une bouée, c'est d'ailleurs beaucoup plus large que la Terre elle-même. Et c'est un anneau dans lequel il y a du courant électrique. On l'appelle l'anneau de courant. L'anneau de courant. Il a été découvert par James Van Allen en 1959. Et on l'appelle aussi la ceinture de Van Allen. Je précise le nom parce que probablement parmi vous, il y en a qui ont déjà entendu ce mot-là, la ceinture de Van Allen, hein. Et alors, dans cette grosse bouée où tournent des protons et des électrons, il y a des collisions, hein. Alors les collisions, c'est comme les aimants, c'est-à-dire que si on approche deux protons l'un de l'autre, pouf, ils se repoussent, quoi, hein. C'est pas comme des boules de billard ou comme mes mains qui se touchent, quoi. C'est qu'ils essayent de s'approcher et hop, ils sont éjectés de cette bouée, quoi. Et là, il se passe quelque chose. Je voudrais vous raconter ça. Peut-être je peux le mettre comme ça. On est hors champ. Zut alors. C'est pas très grave. Ah oui, le champ est là. Oh, super, il est là. Voilà, ici, vous le voyez, enfin, très mal, mais enfin, j'espère que vous arrivez à voir. J'ai juste posé l'aimant, quoi. Et puis j'ai ma boussole ici, toujours la même, hein. Donc la boussole, je vais la mettre ici, juste à côté de l'aimant, quoi. On ne voit pas très très bien, hein, mais l'aiguille de la boussole, elle est parallèle à l'aimant, quoi. Elle est parallèle à l'aimant. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que le côté sud de la boussole, il veut montrer le côté nord de l'aimant,
Et puis le côté nord de la boussole, il veut montrer le côté sud de l'aimant, mais ils sont juste à côté, et dès qu'il y en a un qui tire d'un côté, l'autre il tire de l'autre, et la boussole, elle ne peut pas bouger, quoi. Elle reste parallèle à l'aimant, quoi. C'est aussi bête que ça, quoi. Et puis si jamais on commence à bouger la boussole, donc je la mets ici, là, on ne voit pas très bien, on est à côté de l'aimant, mais le côté sud de la boussole, là, il est plus proche du côté nord de l'aimant, alors il est plus fort, quoi. Il montre un peu le côté nord de l'aimant, pas encore exactement le côté nord, mais parce qu'il y a l'autre côté qui tire un petit peu comme ça, quoi. Et puis évidemment, si jamais on est juste au-dessus de l'aimant, et ben la boussole, elle est pointée directement sur l'aimant, quoi. Regardez ici, mes amis m'ont apporté... on ne voit pas très très bien. Hein. Est-ce que là on verra mieux? C'est tout un tas de petites boussoles, quoi. Je pose mon aimant dessus et ça a dirigé toutes les petites boussoles, comme je vous le disais, quoi. Ça fait une jolie forme, comme des espèces de petites ailes de chaque côté de l'aimant. Et tout ce que ça nous raconte, c'est qu'est-ce que montre une boussole dans l'espace, quoi. Nous, on s'en sert de cette histoire, on appelle ça des lignes de champ magnétique. C'est exactement comme l'équateur ou comme les parallèles, les méridiens. Ça n'existe pas pour de vrai, mais ça nous aide à nous repérer dans l'espace, quoi. Voilà, donc on trace dans l'espace les lignes que tracerait une boussole quand il y a un aimant, donc autour de la Terre par exemple. Et ce qui est fascinant, c'est que quand des électrons se mettent à s'éjecter de la ceinture de radiation ou de la ceinture de courant, de l'anneau de courant ou de la ceinture de Van Allen, et bien tout ce qu'ils peuvent faire, c'est suivre une ligne de champ magnétique. Alors ils veulent rejoindre le pôle nord ou le pôle sud, ils sont attirés par le pôle nord ou le pôle sud, mais ils ne peuvent pas y aller en ligne droite, ils sont obligés de faire cette forme-là, quoi. Ils longent les champs magnétiques. Mais l'aimant de la Terre, il est dans la Terre, hein. Il n'est pas à l'extérieur, il est dedans, hein. Alors si vous voulez, on parlera d'où ça vient, mais voilà, il est à l'intérieur de la Terre. Donc ces particules, elles tournent comme ça, elles tournent, et puis elles sont éjectées, et paf, elles veulent rejoindre le champ magnétique, et puis en cours de route, elles rencontrent l'atmosphère de la Terre. Et quand elles rencontrent l'atmosphère de la Terre, elles la rencontrent sur une espèce de cercle, hein, parce qu'elles ne peuvent pas se rejoindre au nord ou au sud de l'aimant, quoi. Donc en cours de route, elles rencontrent sur un cercle l'atmosphère de la Terre et elles se mettent à heurter la Terre. L'atmosphère. Donc la Terre, c'est un astre qui a une atmosphère et un champ magnétique. Et ça, c'est extrêmement important, bien sûr. Ici, sur cette animation qui a été proposée par la 5, donc on voit la graine dans laquelle est fait le champ magnétique à l'intérieur de la Terre. Et puis ils ont dessiné ces lignes dont je vous parlais, les lignes de champ, quoi, autour, quoi. Voilà à quoi ça ressemble. Donc c'est ce que j'essaye de vous expliquer. Ici on a ce gros anneau là qu'on va vous montrer bientôt. Et puis les particules peuvent en être éjectées. Elles suivent les lignes de champ pour aller au centre de la Terre. Et puis elles dessinent un cône ici, hein, tout autour, au nord, autour du champ magnétique. En vérité, comme le vent solaire, il pousse cette cavité, quoi, parce que lui-même, il porte son propre champ magnétique, la forme, elle est un petit peu plus complexe. Ça serait la forme s'il n'y avait pas le vent solaire. Mais comme il y a le vent solaire, avec des fois en plus des grosses bouffées de particules qui arrivent, ça déforme toute cette cavité-là dont je vous parlais, ça l'entraîne vers l'espace côté nuit. Et puis en vérité, ce gros anneau de courant, alors c'est très dynamique, ce gros anneau de courant dont je vous parlais, eh il a une forme pas très très circulaire, quoi. Là voilà cette forme, quoi. Et ça n'arrête pas de bouger, quoi. Et pourquoi ça bouge? Parce que vous vous rappelez, je vous ai dit, il y a du vent solaire rapide et du vent solaire lent, hein. Puis ça n'arrête pas de faire des compressions à l'intérieur entre le Soleil et la Terre. Donc ça arrive, ça se comprime, et ça fait dilater, ça fait recontracter tout ce qui se passe à l'intérieur de cette cavité magnétosphérique, hein. C'est ça qui se passe. Et donc nos particules, donc il y a plusieurs portes d'entrée permanentes. Je vous ai parlé des flancs. Je vous ai parlé de la queue, là, tout au bout, là où tout se retrouve, où une grosse partie se retrouve. Il y a aussi, juste au-dessus du pôle Nord et du pôle Sud, des petites portes d'entrée. Et puis, il y a aussi une porte d'entrée qui est une porte d'entrée sporadique du vent solaire. Et voilà comment ça se passe. Le plus souvent, le vent solaire, c'est de l'électricité qui bouge, hein. Et vous vous rappelez, ça crée du champ magnétique. Alors, le champ magnétique de la Terre, s'il est dirigé comme ça, et puis que le champ magnétique du vent solaire, il arrive comme ça, ça fait les pôles Nord et les pôles Sud, ils sont dans la même direction, et ça fait comme deux aimants qu'on essaye de rapprocher, c'est pas possible, quoi. Et hop, les particules, elles tournent de chaque côté de la Terre. Mais si par hasard, parce qu'il y a beaucoup d'activité sur le Soleil, le vent solaire, il s'inverse comme ça,
eh ben, le vent solaire il s'approche, et puis un endroit où le champ magnétique de la Terre et le champ magnétique du Soleil ils sont exactement égaux l'un à l'autre, mais ils sont opposés, donc ils s'annulent. Et ça fait comme si tout s'ouvre, et là, hop, les particules rentrent. Donc ça, c'est assez sporadique. Et c'est ce qu'on appelle maintenant, on n'est pas tous d'accord là-dessus, alors j'ai rajouté ça à cause d'une discussion qu'on a eue tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle un orage magnétique. Alors vous avez peut-être entendu parler, parce que maintenant on en parle de temps en temps à la télévision ou à la radio, il y a un orage magnétique. Ça ne veut pas dire grand-chose, ça veut juste dire qu'il y a une inversion du champ magnétique du Soleil, comme ça, c'est un hasard, c'est pas grave, et qu'il y a une porte qui s'est ouverte côté jour, et les électrons et les protons du Soleil rentrent, viennent remplir l'anneau de courant, et les particules elles vont rentrer plus facilement dans l'atmosphère de la Terre. Et quand elles rentrent dans l'atmosphère de la Terre, ça fait comme un coup de soleil, hein. C'est-à-dire qu'elles rentrent, elles heurtent l'atmosphère de la Terre au-dessus de 80 km d'altitude. Et puis, donc, il y a de l'oxygène et de l'azote. Et l'oxygène et l'azote, ils reçoivent de l'énergie à cause de la collision. Ils se mettent à vibrer, ils se mettent à tourner sur eux-mêmes, les molécules. Hein. Ou alors, un électron s'écarte. Et en l'espace de quelques dixièmes de seconde, l'électron y revient. La rotation s'arrête. Ça peut durer jusqu'à 110 secondes pour certaines, on appelle ça des excitations. La vibration s'arrête. Et l'énergie qui a été donnée par collision est rendue sous forme de lumière. Ça s'appelle une aurore boréale au nord et australe au sud. Une aurore, c'est des millions et des millions et des millions de particules électriques qui viennent du Soleil, qui heurtent des millions et des millions d'atomes et de molécules d'oxygène et d'azote, qui se mettent à s'exciter, à tourner sur eux-mêmes, vibrer, et qui rendent l'énergie sous forme de lumière. Alors ça, c'est intéressant parce que ça veut dire que si je tape très très fort, eh ben, je ne vais pas avoir les mêmes excitations et la couleur, elle va être différente, la couleur qui est rendue, quoi. Donc chaque couleur, elle nous raconte une histoire. Elle raconte à quelle vitesse est arrivé le vent solaire. Elle raconte aussi qu'est-ce qui a été heurté et comment ça a été heurté. Et ça crée une aurore. Alors voilà, oui, merci, c'est super. Voilà le premier film qui a été pris d'une aurore en temps réel avec les bonnes couleurs. Parce que le plus souvent, autrefois, les appareils photo n'étaient pas assez perfectionnés pour faire ça. Donc le plus souvent, les aurores, elles sont vertes. Et elles sont vertes à cause de l'oxygène qui a été excité à peu près vers 110 km d'altitude. Et ça, c'est parce que c'est avec la vitesse moyenne de 370 km par seconde, et ben les électrons ils se déposent à cette altitude-là. Et puis quand les électrons du vent solaire, l'électricité du vent solaire arrive plus vite, elle descend plus bas, et là, elle va chercher de l'azote, et l'azote commence à rayonner dans le mauve, ou dans ce blanc pâle là qu'on voit, quoi, qui est un peu jaunâtre. Et puis, il commence à apparaître plein de couleurs. Hein. Et ça se passe entre 80 et 100 km d'altitude. On a du mauve, on a du rose, on a du bleu, qui est très, très joli, très intense. Et quand les électrons ils arrivent très, très lentement, alors vraiment 200 km par seconde, vraiment c'est super pépère, ils sont arrêtés plus haut, au-dessus de 200 km d'altitude. Et là, avec l'énergie qu'ils ont donnée à l'oxygène, le rayonnement qu'on a, c'est du rouge. Voilà les couleurs principales qu'on a dans les aurores, rouge, verte, mauve et bleu. En vérité, avec mes instruments, j'en vois plein d'autres, quoi. Et le jaunâtre aussi, j'arrive à le voir, quoi. Et c'est extrêmement dynamique. Hein. Et pourquoi c'est dynamique ? C'est parce qu'encore une fois, il y a eu du vent lent et du vent rapide, il y a eu des zones de compression, et ça a commencé à enrouler tout un tas de choses dans le vent solaire, et c'est ça qu'on retrouve. Si bien que quand je regarde des aurores boréales, j'en ai vu beaucoup, et j'espère que parmi vous, certains en ont vu, et d'autres iront les voir, mais c'est d'une dynamique extraordinaire qui nous parle. Elle nous raconte la dynamique qu'il y avait sur le Soleil il y a quelques jours. Hein. Ça a mis, en moyenne, ça met 2 jours et demi à arriver sur la Terre. Moi, en 2003, c'était le 4e événement le plus fort qu'on a enregistré, et j'étais en manip. Et là, ça a mis 10 heures à arriver, quoi. Alors j'avais réservé, on a un gros radar géophysique qui s'appelle IceCat, et j'avais réservé des heures de manip. Et puis je regarde les bulletins de prévision, les contrôles, les machins, les satellites, et je me rends compte qu'il y a un truc de folie qui arrive, quoi. Donc je suis allé voir le directeur d'IceCat, et puis je lui dis, il faut que tu allumes le radar, quoi. Il faut que tu l'allumes tout de suite.
Elle me dit non, 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 j'allume pas le radar, on est en train de faire des trucs de maintenance, c'est pas la peine. Roger, maintenant c'est un super copain, mais alors sur le moment on n'était pas content, hein. On n'était pas copains du tout. Je dis non, non, t'allumes, t'allumes. J'appelle au CNRS, je leur dis un truc de folie qui arrive, est-ce que vous payez les heures de radar? C'est cher, hein. C'est 1 000 € à l'heure, hein, 1 000 € de l'heure. Et le CNRS, il me dit, t'es sûr que c'est un truc de folie? Je dis, ouais, c'est un truc de folie. D'accord, on paye, quoi. Et je vais voir Roger, je lui dis, on paye, la France, elle paye, quoi. Allume-le ton truc, quoi. Non, non, ça va prendre un jour et demi, quoi. Et le truc, il est arrivé en 10 heures, quoi. En 10 heures, quoi. Et là, quand Roger, il a vu que ça commençait à tout s'agiter de partout, les mesures de champ magnétique, ça bougeait comme... Là, il a allumé, c'était trop tard, on avait raté le début, quoi. Donc c'était vraiment, j'étais très 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 en colère, quoi. Mais c'est pas très grave, il y en a d'autres, des événements. Cette aurore-là, elle était tellement tellement intense qu'à un moment, je me suis dit, je dois pouvoir lire, quoi. Je suis sorti avec un bouquin, j'ai pas réussi, mais c'était limite, quoi. Je voyais qu'il y avait des lettres sur la feuille de papier. C'est en général très très peu lumineux, hein. C'est tellement peu lumineux qu'on voit les étoiles au travers, quoi. Et pour les voir comme elles se produisent au-dessus de 80 km d'altitude, il ne faut pas de nuages, quoi. Même quand il y a la pleine lune, déjà, c'est plus difficile à les voir. Alors voilà ici un film, c'est ce qu'on appelle une caméra plein ciel. On a le nord, le sud, l'est et l'ouest, tout, quoi. On voit tout le ciel au-dessus de sa tête, quoi. Et ça a été pris par un copain qui est en Finlande, qui s'appelle Thomas Ulich. Et Thomas m'a donné l'autorisation de le montrer. Donc c'est une nuit d'aurore, c'est extrêmement accéléré. Et c'est à Kiruna, en Suède. Donc on a tout un tas d'équipements d'observation. Donc c'est ce que vous voyez sur le bord, quoi. Ces tourelles, c'est des équipements scientifiques. Ça peut durer toute la nuit, hein. Des fois, des fois j'ai froid, alors je rentre, mais c'est rare quand même. Si vous voulez aller voir des aurores, je vous encourage à aller en voir. Il faut aller, alors chez nous, il faut aller dans la zone aurorale, donc c'est au nord de l'Europe, donc dans le pays Sami, au nord de la Norvège ou de la Suède. Il faut aller vers 65 degrés de latitude. Si vous allez trop en latitude, eh ben vous tombez à l'intérieur de ce cercle d'aurore et puis vous en voyez très très peu, hein. Donc il faut aller dans, on l'appelle l'ovale auroral. Et donc dans l'ovale auroral. Et donc Suède, Finlande ou Norvège, il faut y aller à la période sèche, c'est-à-dire janvier-février, début mars, quand il fait nuit. À partir du 15 mars, c'est trop tard, il y a trop de jours, on ne peut plus les voir, quoi. Donc voilà, et puis si possible, allez-y quand il n'y a pas de lune. Donc voilà, c'est comme ça, moi. Je connais mes dates de manip dans les 10 années qui viennent, parce que c'est forcément janvier, février ou début mars quand il n'y a pas de lune. Voilà, c'est ça qui me fixe les choses. Et c'est comme ça qu'on observe le mieux. Et il faut se couvrir, il faut absolument se couvrir. La semaine dernière, il y avait Montésar et puis un de mes ingés qui y était, il faisait moins 30 degrés. Moins 30 degrés, ça veut dire qu'on met plein de chaussettes dans des grosses chaussures avec des grosses semelles. Surtout, il faut des grosses semelles. Puis vous couvrez le nez, les oreilles, parce qu'à moins 30 degrés, ils cassent. Donc le mieux, c'est de se les couvrir. Mais on sait, quoi. C'est pas c'est pas grave, quoi. Mais il faut faire super attention aux oreilles et au nez, quoi. Parce qu'une fois que c'est cassé, c'est très très embêtant à recoudre, quoi. Et à part ça, il n'y a rien d'autre à faire, quoi. Moi, je mets des gants, des petits gants de laine. Par-dessus, je mets des gants polaires. Puis par-dessus, des grosses moufles. Et j'ai jamais froid aux mains, quoi. Et puis pareil, c'est pas la peine d'acheter des vêtements chers. Empilez les couches. Voilà, empilez les couches. Vous mettez, moi c'est ce que je fais, quoi. Un collant, un blue jean. Par-dessus, j'ai un pantalon en polaire et par-dessus ma combinaison de ski, quoi. Voilà. Et puis je suis bibin d'homme, mais c'est pas grave, j'ai pas froid, quoi. Et comme ça, et après vous vous allongez dans la neige et vous regardez ça, quoi. Et là, c'est magique. Donc les aurores, les photos qui viennent, elles ont été prises par mes étudiants parce qu'eux, ils sont bons en photo. Et donc, vous voyez, on voit les étoiles au travers, hein. C'est vraiment très, très ténu. Et puis, voilà, celle-ci, c'est une aurore verte. Celle-ci, on voit bien la couche rouge à 220 km d'altitude, le vert vers 110. Et puis, cette tache centrale-là, c'était une comète. Donc, on était très, très content de voir une comète qui passait, Hyakutake, qui passait derrière une aurore.
Et on était content de pouvoir faire la photo, quoi. Voilà, ça c'est une photo prise par un satellite japonais où on voit cet ovale, ce cercle d'aurore boréale. Vous reconnaissez à quel point c'est dynamique, et c'est dynamique parce que le soleil est dynamique, hein, et puis le croissant lumineux, là de l'autre côté, c'est juste le côté jour de la Terre, et les lumières, vous voyez, c'est les lumières des États-Unis en dessous, quoi. On reconnaît la côte Est et la côte Ouest, quoi. C'est juste pour vous montrer à quel point c'est planétaire comme mécanisme, c'est énorme, c'est absolument énorme. Et quand le soleil il envoie beaucoup d'électricité, et ben, cet ovale auroral, il s'agrandit, il descend vers le sud, quoi. Il descend jusqu'au sud de l'Angleterre. Et là, vous pouvez le voir depuis Mons. Ça se produit je vais vous montrer. Ça, c'est la Station spatiale internationale qui va survoler l'ovale auroral. Et donc, vous voyez les aurores vertes et puis rouges à 220 km d'altitude. Et puis, on devine, là, ça fait une espèce de grand cercle comme ça. C'est vraiment très, très, très grand. C'est très, très beau. Donc, il y a... Voilà, ça, c'était la semaine dernière. C'est mon étudiant qui l'a prise en photo, celle-ci. Et le soleil n'est pas très, très actif en ce moment, il est plutôt très calme, mais ce n'est pas grave, parce que dès que le champ magnétique du soleil s'inverse, il y a des entrées de particules, et hop, on peut allumer des aurores. Donc même quand le soleil est calme, on peut voir des aurores. Il faut avoir un petit peu plus de chance. Il vaut mieux que le soleil soit actif. Et pour ça, le mieux, c'est de vous mettre sur le plus, je vais vous en parler tout à l'heure, le meilleur site au monde pour avoir des prévisions de l'activité solaire, il est à Bruxelles. Voilà, on a fait ça avec les copains de l'Observatoire Royal de Belgique. Je dis des copains parce que ça fait 15 ans qu'on construit toutes ces choses-là ensemble, et c'est vraiment devenu des amis. Et ils ont construit un site qui s'appelle, je vous donnerai l'adresse, l'URL tout à l'heure. Vous vous mettez dessus, et puis vous vous inscrivez pour recevoir les alertes, et puis vous aurez les alertes de quand est-ce qu'on a des chances de voir des aurores, quand est-ce que le soleil est calme, quand est-ce qu'il est actif, etc., quoi. C'est ici, c'est en Belgique. Il y a 3 ans, donc en 2015, en mars 2015, pardon, 4 ans, il y a eu des éruptions solaires très très fortes sur le Soleil. On leur donne des numéros. Voilà ici, il y a eu une énorme protubérance qui a envoyé plein de particules vers la Terre. Ça, c'était, vous reconnaissez le coronographe, d'un seul coup, la couronne, elle est devenue complètement farcie d'électricité. Et ça a fait ce que je vous racontais tout à l'heure. Ça, c'est l'autre coronographe avec une éjection de masse coronale phénoménale. Donc, c'était le 15 mars, et c'est arrivé vers la Terre. Et là, le ovale auroral s'est étendu, et voilà les aurores qui ont été vues depuis la Normandie. Donc ça, c'est Karine Souplet qui m'a autorisé à les montrer. Elle était sur les côtes normandes, et elle voyait les aurores. Alors comme la Terre est ronde, elle cache les aurores. Ça se passait au-dessus du nord de l'Angleterre. Et donc la Terre cache les aurores à 110 km d'altitude. On ne voit pas le vert, on voit juste celles qui sont à 220 km d'altitude, les rouges, quoi. Et vous voyez, ça a été pris à Fécamp, donc à 49 degrés de latitude nord, et vous ici, vous êtes plus haut que ça, hein, vous êtes à 50 degrés de latitude nord. Hein. En moyenne, lors d'un cycle solaire, on a 2 chances par an de voir des aurores ici à Mons. Voilà, mais on ne les voit pas bien sûr, hein, parce que pour les voir, il faut que ça se passe la nuit, donc il y en a au moins la moitié qui se passe la journée. Et puis, il ne faut pas qu'il y ait de nuages. Et ici, il y a quand même pas mal de nuages. Et puis, il ne faut pas qu'il y ait de lune. Et puis, il faut être dehors. Il ne faut pas qu'il y ait de lumière du tout, quoi. Il faut sortir, quoi. Donc, chez nous, dans les Alpes, c'est un peu plus facile parce que on monte sur des sommets, on arrive à les voir. Et les bergers les voient, effectivement, quoi. J'ai parlé avec plein de bergers et ils en voient 1 ou 2 par an. Voilà, c'est très, très bête comme truc, quoi. Et en fait, c'est sympa parce que quand ils en voient, ils m'écrivent maintenant. Donc, c'est plutôt sympa de leur part. Voilà la même. Donc, j'en arrive maintenant. Vous n'êtes pas trop fatigué? Ça va? Bon, parce que c'est maintenant que j'arrive au sujet que je voulais traiter, hein, c'est tout. Il se trouve, donc vous avez compris que le Soleil, il envoie dans l'espace du rayonnement sous plein de formes, radio, ultraviolet, etc., et de l'électricité. Or, depuis quelques décennies, nous autres, les humains, on utilise tous les jours, tout le temps, du rayonnement et de l'électricité. Vous avez tous des téléphones portables dans vos sacs, ou presque, hein, dans vos sacs sur vous. Et bien, ces téléphones portables, vous savez qu'ils communiquent avec des ondes. Hein, c'est du rayonnement. Hein. Et qu'est-ce que c'est que ces ondes? Et ben, on agite des électrons, et puis ces électrons, ils rayonnent. Hein, donc, c'est de l'électricité, quoi. Donc, ce n'est pas très, très étonnant que toute cette énergie solaire, toute cette activité solaire, elle impacte notre monde technologique.
De quelle façon ? Eh bien, d'abord, ces protons qui arrivent quand il y a des grosses éruptions solaires, ces protons qui tout à l'heure saturaient nos capteurs sur SOHO, eh bien, ils vont taper par exemple dans les panneaux solaires. Et ils abîment les panneaux solaires des satellites. Mais il peut se produire un truc encore plus vicelard. Des électrons ou des protons arrivent, ils tapent super rapide, quoi. Et ils tapent dans la carlingue d'un satellite, quoi. Et les satellites, ils sont faits en métal. Alors, ils arrachent des électrons de la carlingue, et les électrons, ils se propagent à l'intérieur du satellite. Et puis, au fur et à mesure qu'ils se propagent, ils arrachent de plus en plus d'électrons en tapant dans le métal partout, et ils arrivent sur l'électronique de bord. Il y a un truc qui est très important dans les satellites, c'est le contrôle on appelle ça le contrôle d'attitude, pas altitude. Attitude. L'attitude, c'est ce qui dit au satellite, la Terre, elle est là, et puis le Soleil, il est là, quoi. Et alors, imaginez qu'un seul électron, il soit arrivé, il a fait une gerbe d'électrons, et puis ces électrons, ils viennent taper dans l'ordinateur de bord, et ils changent un bit de poids fort du contrôle d'attitude. Alors là, ça veut dire que le satellite, il croit que la Terre, elle est là-bas, et il se dépointe et il tourne. Mais comme c'est fini, après le contrôle d'attitude, il est revenu à l'origine, il ne sait plus où il est, et le satellite, il se met à tourner. Et avec un électron, on a perdu un satellite. Les Américains, ils appellent ça les électrons tueurs. Moi, je suis très fâché avec les Américains. Alors, comme je suis un des chefs de la météo de l'espace en Europe, je m'engueule avec les Américains, je leur dis arrêtez avec les électrons tueurs, quoi. Il n'y a personne qui est mort, quoi. C'est n'importe quoi, il faut arrêter de faire peur aux gens, quoi. Mais bon, ils appellent ça des électrons tueurs. Et puis, alors, imaginez maintenant, alors un satellite c'est embêtant parce que les satellites, ils sont assurés. Bon, alors les compagnies d'assurance, elles nous disent, dites-vous, les scientifiques, là, vous ne pourriez pas nous dire quand est-ce qu'il va y avoir des éruptions solaires, parce que ça nous permettrait de voir avec ceux qui font des satellites comment moins les rembourser, quoi. Voilà. Ou dites-nous qu'est-ce qu'il faut pour protéger d'une grosse éruption solaire, et on va dire aux constructeurs de satellites, eh ben, vous n'avez qu'à suivre la norme qui a été donnée par les scientifiques, sinon on ne vous rembourse pas. Donc les compagnies d'assurance, elles nous disent, essayez de prévoir l'activité solaire et de le quantifier. Mais ça devient grave quand c'est des constellations de satellites. Et vous savez que maintenant, on a des constellations de plusieurs dizaines de satellites, hein, pour les GPS, pour les télécoms, etc., etc. Et pour réduire les coûts, les opérateurs de satellites, ils les font moins solides, moins résistants à l'activité solaire. Pour le moment, il y a 3 compagnies d'assurance qui assurent les satellites au monde. Et ces compagnies d'assurance, elles sont capables de rembourser quelques satellites. Mais si c'est une flotte de satellites qui s'effondre, alors elles font faillite. Et si elles font faillite, leurs actionnaires, qui sont les grandes banques mondiales, font faillite avec elles. Et on écrase tout le système financier international à cause d'une éruption solaire. Donc évidemment, les banques nous disent, dites, vous ne pourriez pas un peu nous dire quand est-ce qu'il va y avoir des grosses éruptions, quoi. Nous, ça nous aiderait, quoi. Et alors, il y a d'autres choses qui se passent. Et les mêmes compagnies d'assurance, alors ça va vous parler parce que, vous savez, par exemple, les footballeurs, ils assurent leurs jambes. Et puis, ce n'est pas la même chose pour assurer une jambe ou un pied pour un footballeur, quoi. Et puis, les chanteurs, ils assurent leur voix, quoi. Et alors, ces mêmes compagnies d'assurance-là, elles se sont amusées à un truc que je trouve ridicule, mais chacun a son avis. Elles ont estimé le coût de la vie. Moi, je pense que si nous autres, dans la salle, on parle entre nous, on va se dire un homme ou une femme, c'est un homme ou une femme, quoi. Il vaut la même chose dans n'importe quel pays, quoi. Mais pas pour eux, hein. Pour eux, c'est autre chose, quoi. Un chanteur, il vaut plus cher que vous, quoi, hein, que moi, hein. Et un footballeur, il vaut beaucoup plus que n'importe qui, j'imagine, dans la salle, sauf s'il y a un grand footballeur dans la salle, quoi. Et bien, les gens qui valent le plus cher, c'est les cosmonautes. Et pourquoi c'est les plus chers ? Parce que si un cosmonaute il meurt à cause d'une éruption solaire, eh ben, c'est tout un programme spatial qui s'arrête. Et là, c'est vraiment des sociétés qui font faillite, quoi. C'est énorme. Et donc, les mêmes compagnies d'assurance nous disent qu'il faut protéger les cosmonautes, quoi. C'est quelque chose de très important. L'autre chose, c'est évidemment que ces particules solaires, si jamais elles rentrent dans le corps, elles peuvent faire des dégradations d'ADN et créer des cancers. Alors, on a envie de protéger aussi les cosmonautes, bien sûr. Et puis, il y a les décollages de fusées. Alors là, c'est un peu plus facile parce que pour faire décoller une fusée, ce que nous demande Ariane Espace, c'est quand est-ce qu'il ne va rien se passer. Et prévoir quand est-ce qu'il ne se passe rien, c'est super facile. Ce qui est dur, c'est de prévoir quand est-ce qu'il va se passer quelque chose. Et on est capable de leur dire quelques jours à l'avance, c'est bon, vous pouvez lancer Ariane, il n'y a aucun problème, quoi. Donc, je suis en train de vous dire pour le moment, les assurances, les banques, et puis toute l'industrie spatiale nous demandent de faire des prévisions sur le Soleil. Mais ce n'est pas les seuls.
Pourquoi ce n'est pas les seuls? Parce que c'est de l'électricité qui vient du Soleil, et de l'électricité, ça apporte du champ magnétique et du champ électrique. Et ce champ électrique, quand le sol il est conducteur, les électrons ils bougent avec le vent solaire, quoi. Ça fait un champ électrique. Si j'ai un champ électrique ici, les électrons ils bougent en même temps que le champ électrique qui est là, hein, parce que le champ électrique il se propage partout. Donc là où c'est conducteur, les pays où le sol est conducteur, l'Angleterre chez nous en France c'est juste la Bretagne, chez vous en Belgique il y a beaucoup de sol conducteur, toute la Scandinavie le sol il est très conducteur. Et dès qu'il y a du vent solaire un peu important, les électrons dans le sol ils se mettent à bouger lentement, hein, c'est très très lent, on ne les voit pas, hein, c'est pas un problème, mais ils se mettent à bouger lentement. Or partout maintenant on a des centrales électriques, et une centrale électrique c'est quelque chose qui convertit de l'alternatif en alternatif. Quand elle reçoit du continu, c'est-à-dire de l'électricité qui bouge lentement, elle chauffe, et si elle chauffe trop elle fond. Et on a fait fondre déjà des centrales électriques comme ça, quoi. Et une centrale électrique, c'est les objets manufacturés les plus gros qu'on est capable de faire sur Terre, quoi. Donc il a une compagnie, vous vous rappelez, hein, je vous ai dit les assureurs, les banques, le spatial, et maintenant toutes les compagnies électriques nous disent est-ce que vous pourriez prévoir un peu l'activité solaire? Nous, ça nous aiderait un petit peu. Parce que si on sait qu'il va y avoir une grosse activité solaire, la centrale qui est un endroit où le sol il est conducteur, on va moins tirer dessus, comme ça elle ne va pas trop chauffer, et puis on va prendre de l'électricité sur des centrales un peu plus saines. Ou alors on va les acheter à la France parce qu'eux, ils n'ont pas de problème. Voilà. Et donc la France, EDF, qui est notre producteur d'électricité, est le premier exportateur mondial, je crois, d'électricité grâce à ça, quoi. Les militaires sont évidemment très très intéressés par tout ça, parce que toutes ces particules qui transportent du champ électrique le long du champ magnétique de la Terre, qui n'arrêtent pas de bouger, toute cette électricité, ça fait des ondes qui n'arrêtent pas de se bouger et puis qui troublent les télécommunications. Donc par exemple les radars. Donc les militaires ils disent oh ce serait assez cool si on pouvait prévoir l'activité solaire, quoi. Parce que comme ça on saurait quand est-ce que nos ennemis ils sont aveuglés, leur radar ne marche pas par exemple, ou quand est-ce qu'ils ont des mauvaises télécoms et nous on est plus malins que les autres et on va gagner la guerre. Bon. Donc les militaires, les Américains ils ont créé quand même un bataillon de météorologie de l'espace, hein, pour ça. Donc les télécoms, je viens d'en parler, en particulier en Scandinavie, on a beaucoup de problèmes de télécoms, mais on a aussi des problèmes avec les GPS, hein, on perd de la précision sur le GPS. Alors la précision en verticale qu'on perd, c'est plusieurs dizaines de mètres, et puis en horizontale, c'est quelques mètres. Et ça, vous le savez. Pourquoi vous le savez? Parce que ça vous est tous arrivé un jour que vous êtes sur l'autoroute et puis vous avez votre GPS allumé et votre GPS, il vous dit que vous êtes à 10 mètres de l'autoroute, quoi. Et vous dites, il est vraiment nul ce GPS, quoi. C'est du grand n'importe quoi. Mais ce n'est pas du tout du grand n'importe quoi. C'est simplement que les satellites, les ondes qui viennent des satellites GPS, elles ont rencontré des bulles d'électricité qui venaient du vent solaire. On appelle ça des blobs. J'adore ce nom-là. Et puis, elles se sont mises à bouger dans tous les sens. Elles ont changé leur chemin optique. Pour les physiciens, c'est toujours la même chose, c'est l'indice optique qui change dans l'air, puis pour les autres, ça n'a aucune importance. Et puis, moyennant quoi, votre GPS, il croit que le satellite, il est là, et en vérité, il est là, quoi. Et donc, il se trompe, hein. Et puis, ça se rétablit au bout de quelques temps, parce que cette bulle d'électricité, elle est passée, et puis ça se rétablit tout seul. Alors, c'est pas très grave, parce que vous savez que vous êtes sur l'autoroute, donc c'est pas un problème, quoi. Mais ça devient grave, par exemple, si on suit des barrages avec des GPS. C'est ce qu'on fait à Grenoble, hein. On a plein de barrages autour, on a mis des capteurs GPS partout et on suit ça, quoi. Et alors si jamais on a eu l'alarme où on nous dit il faut évacuer 400 000 personnes parce que le barrage il est en train de s'effondrer, en fait pas du tout, c'était juste le GPS qui a déconné à cause d'une éruption solaire, c'est un peu difficile, quoi. Ça revient très très cher. Donc il faut aussi surveiller l'activité solaire pour le GPS. Les pipelines, ils se corrodent parce que ce champ électrique-là, ça crée de la corrosion sur les pipelines et ça peut faire des trous. Donc, pareil, voilà. Et puis, il y a la météo. Alors, je vais revenir un petit peu sur la météo. Donc, ce que j'essaye de vous dire, c'est que les plus grosses industries mondiales sont toutes concernées par l'activité solaire. Et donc, on a créé une discipline. On a créé cette discipline au début des années 2000 qui s'appelle la météorologie de l'espace. Voilà, évidemment, moi ce qui m'intéresse le plus, alors il y a des problèmes avec des trains, avec des avions, le tourisme évidemment, les compagnies touristiques nous disent, dites-nous quand est-ce qu'il va y avoir des aurores, et puis voilà, les compagnies d'assurance, j'en ai parlé, évidemment, moi personnellement, ce qui m'intéresse c'est de comprendre, hein, c'est la science, moi je suis que scientifique, quoi, voilà, et rien d'autre. Et donc on a créé cette discipline, la météorologie de l'espace, et la météorologie de l'espace, je vais vous raconter un peu ma vie.
j'espère que je ne vais pas trop vous ennuyer. Il se trouve que quand on a créé cette discipline, dans les années 90, en réalité, les Américains sont venus avec une définition, et cette définition, c'était de mémoire à peu près. La météo de l'espace, c'est tous les phénomènes liés à l'activité solaire, et après, ils mettaient tout un tas de mots que personne ne pouvait comprendre, l'ionosphère, la magnétosphère, des trucs incompréhensibles, qui peuvent mettre en danger la vie humaine et mettre en péril toute notre société technologique. Alors moi, je suis allé les voir, je leur ai dit, mais pourquoi vous faites peur, quoi ? C'est quoi votre problème, quoi ? Mais c'est comme ça, quoi. C'est culturel, quoi. Ils m'ont dit, bon, c'est la définition. Elle a commencé à être adoptée. Et en 2003, en fait, quand j'étais jeune chercheur, en France, on a commencé à dire, donc dans les années 90, fin des années 90, oh, bah, il y a une nouvelle discipline qui s'appelle la météo de l'espace. Puis nous, on rigolait tous en France, parce que vous savez, on est tous un peu arrogants en France. C'est les Américains qui font ça, quoi. Bon, bref. Et puis moi, j'ai levé la main, j'ai dit, moi, je voudrais bien voir ce que c'est, quoi. Ça m'intéresse, donc je vais suivre le truc. Et puis mes collègues ont dit, bon, ouais, d'accord, si ça t'intéresse, c'est bon, quoi. Donc j'ai commencé à participer à des projets avec l'Agence spatiale européenne pour savoir s'il fallait lancer un programme spatial pour la météorologie de l'espace. Et à l'issue de ce truc-là, on n'était pas encore sûr de nous, et j'ai dit, eh ben, c'est pas grave, on va se structurer en Europe. Et en 2003, j'ai créé un groupe européen avec 24 pays, on était 130, 140 chercheurs, et j'ai eu un financement de l'Union européenne, et donc j'ai créé ce groupe. Et la première fois où je les ai réunis, je leur ai dit, bon, moi j'en ai un peu ras-le-bol de cette définition qui fout les jetons des Américains, quoi. Puis j'ai demandé à mes collègues, est-ce que vous avez peur d'une éruption solaire ? Il y avait des Turcs dans la salle. Et les Turcs m'ont dit, nous on a peur d'un tremblement de terre, quoi. On n'a pas peur d'une éruption solaire. Il y avait des Israéliens dans la salle. Les Israéliens, ils ont dit, nous on a un peu peur de la guerre quand même. Une éruption solaire, on s'en fout un peu, quoi. Et tous comme ça, ils avaient peur d'autre chose que d'une éruption solaire. C'était super cool comme réunion, c'était la première, on ne se connaissait pas bien. Je leur ai dit, on va faire une définition européenne. Et notre définition européenne, elle ne sera pas basée sur la peur. Elle sera basée sur le fait qu'on aime connaître les gens, quoi. On aime connaître les choses, on aime comprendre. Et alors, c'est compliqué parce que quand en américain, on parle de space weather. Le weather, c'est la météorologie, c'est le weather, pardon, c'est le temps qu'il fait. C'est le temps qu'il fait, quoi. Donc on parle du temps qu'il fait dans l'espace. Le temps qu'il fait, c'est un phénomène. Seulement, si on traduit ça en français par le temps de l'espace, tout le monde va penser à la montre. Donc ce qu'on a décidé, c'est de traduire ça par la météo, quoi. Mais la météo, c'est pas un phénomène, c'est une discipline. Donc on se retrouve en but avec le fait qu'on parle de deux choses différentes, une discipline et un phénomène. Donc on a travaillé pendant 3 ans, on s'est beaucoup engueulé, et au bout de 3 ans, on est arrivé à cette définition. Alors elle a été traduite et, en anglais dans plein de langues, et cette définition, elle a été adoptée par l'Agence spatiale européenne, elle a été adoptée par 26 pays, et puis elle vient d'être adoptée l'année dernière, alors, ils ont mis des virgules, et là ils ont eu raison, par l'Association mondiale de météorologie, le WMO, qui se trouve à Genève. Et maintenant, c'est devenu la définition officielle de la météorologie de l'espace, à quelques virgules près. Et quand j'ai eu cette définition, je me suis dit, mais c'est super important. Alors, entre-temps, j'avais créé un meeting européen pour la météo de l'espace en me disant, nous, on est assez grand en Europe, on peut le faire. Et il est en Belgique tous les ans, parce que c'est mes amis belges qui sont les meilleurs. Et on a dit, on va le mettre en Belgique. Et donc, on voyage de ville en ville en Belgique tous les ans et on fait venir le monde entier autour de la météo de l'espace. Et c'est devenu le meeting le plus important de la discipline, quoi. Et quand on a eu cette définition, je me suis dit, mais on va la faire traduire par des collègues, par des scientifiques, pas nécessairement des scientifiques de météo de l'espace, mais ça peut être des littéraires, je m'en fous, dans 50 langues. On l'a fait traduire dans 50 langues, et je l'ai fait imprimer sur un énorme panneau qui faisait des mètres, comme ça, et le meeting était à Anvers, et la municipalité d'Anvers nous a donné l'autorisation de mettre ce panneau sur la grande place devant la gare à Anvers, quoi. Et c'était absolument super, parce qu'on avait mis des textes à côté pour expliquer la démarche, et la démarche, c'est de dire, nous, en science, on respecte les cultures. Il y avait le zoulou, il y avait le tamagrit, il y avait tout un tas de langues qui ne sont... Il n'y avait pas que l'allemand, l'anglais, le français, l'espagnol, hein, il y avait tout un tas de langues, plusieurs langues indiennes, etc. Et on voulait dire par là, nous on respecte toutes les cultures, et à travers toutes les cultures, on est capable de dire la même chose, quoi. Voilà, c'est ça qu'on veut dire, c'est ça qui est fort dans la science, quoi. Et on a appelé ça le mur de la paix. Et ça a été financé par vos impôts, c'est-à-dire par l'Observatoire royal de Belgique.
Ils sont sympas parce que chaque fois que j'ai des idées, ils veulent bien dépenser des sous pour mes idées. Donc, ils sont vraiment très, très cool. Voilà quelques... Mais avec vos impôts, hein, avec vos sous à vous. Hein. Donc voilà, ici c'est une estimation qui a été faite s'il y avait une grosse éruption solaire avec beaucoup de courant induit dans les sols, et puis quelles seraient les pannes d'électricité aux États-Unis. Donc ça a été fait il y a quelques années par Kepperman, donc en mai 2008. Et ce qu'il a estimé, il est arrivé, donc il a pris une éruption qu'on connaît bien, qui a été bien documentée, et il est arrivé au fait que 130 millions de personnes seraient affectées aux États-Unis et que le coût serait plus important que le coût du dernier cyclone qu'il y a eu l'année dernière aux États-Unis, quoi. Donc tout ce qu'il a essayé de dire au Sénat américain, c'est écoutez, ce serait quand même pas mal de surveiller un petit peu les courants qui sont dans le sol à cause des éruptions solaires. Il y a d'autres problèmes qui se posent. Vous savez sûrement qu'on a lancé beaucoup de satellites dans l'espace, et ces satellites dans l'espace, on les a laissés se détruire, et ils ont fait des tonnes et des tonnes de débris spatiaux qui tournent autour de notre tête, quoi. Si bien que quand il faudra qu'on quitte cette planète surchauffée, il faudra encore passer, jouer à un rollerball et passer dans une ceinture pleine de débris, quoi. Alors ces débris, on les suit. On a des radars, on arrive à suivre les débris qui ont typiquement plus de 10 cm de section, quoi. Voilà, ceux-là, on arrive à les suivre. Et puis arrive une éruption solaire, il y a plein d'ultraviolets qui arrivent, plein d'électrons qui arrivent, ça chauffe la très haute atmosphère au-dessus de 80 km d'altitude. C'est vrai que je ne vous ai pas parlé de ce chauffage, mais on le comprend assez bien. Toutes ces particules se mettent à vibrer, donc il y a plus de collisions, la température augmente au-dessus de 80 km d'altitude, hein. Je ne parle pas de ce qui se passe ici, hein. Et comme ça chauffe, ça se dilate et ça emmène les débris et on les perd. Et ça, c'est super embêtant parce qu'un débris, il voyage à 8 km par seconde. 8 km par seconde, quoi. Donc s'il tape dans la carlingue d'un satellite, il explose le satellite, quoi. Quand on voit des débris qui arrivent, eh ben, on fait des opérations d'évitement avec les satellites. Donc on garde toujours un peu de fuel à bord des satellites pour éviter les débris, quoi. Voilà, pour monter le satellite, etc., quoi. Vous savez, il y a eu un film qui s'appelle Gravity. Certains d'entre vous l'ont vu, où c'est ça qui se passe, quoi. Il y a un satellite qui est explosé par un débris, ça fait des gerbes de satellites et ça arrache tout au passage. Les photos, les images sont absolument somptueuses, quoi. Donc voilà le genre de choses qui se passent. Et donc on a toute en particulier au CNES en France, notre agence spatiale, on a toute une branche de surveillance des débris. Le radar européen, il se trouve à Darmstadt en Allemagne, et le radar américain, il se trouve à la NASA à Langley. Et donc voilà, ça c'est la courbe des débris. Vous voyez que ça n'arrête pas de monter et que c'était seulement jusqu'en 2009. Mais heureusement, en 2009, les agences spatiales ont dit stop, quoi. Stop, on arrête ce truc-là, quoi. Maintenant, quand un satellite qui est assez loin de la Terre, les satellites géostationnaires, on les appelle, il est en fin de vie, on lui donne une pichenette et puis on l'envoie dans l'espace, quoi. Et puis quand un satellite qui est trop bas, il est en fin de vie, on lui donne une pichenette et il tombe vers la Terre, il va cramer dans l'atmosphère, quoi. Alors, c'est gros comme une voiture, hein. En France, des voitures, ils en crament tous les jours, quoi. On n'est pas en train de polluer l'atmosphère, hein. Donc, voilà. Mais c'est beaucoup plus sain comme ça, quoi. Voilà à quoi ressemble la carte des débris actuelle. Donc, vous voyez qu'il y en a plein. C'est ceux qu'on surveille. Et ça, c'est en orbite basse, tout autour de la Terre. Il y en a des milliers, il y en a des tonnes. Ça pose des véritables problèmes juridiques. Et quels sont ces problèmes juridiques? C'est qui c'est qui a le droit d'aller chercher un débris? Parce qu'on voudrait aller les chercher, quoi. Le problème, c'est que si c'est un débris farci d'électronique américaine, est-ce que les Chinois, ils ont le droit d'aller le chercher? Et donc, les grandes nations spatiales, elles s'engueulent. En ce moment, elles s'engueulent parce qu'il n'y a pas de règles juridiques, quoi. Et voilà. Et donc, j'ai été convié à Vienne, à l'UNESCO, parce qu'il y avait tout un tas de juristes qui étaient là et qui voulaient discuter de ça. Et ils voulaient que je vienne leur raconter ce que je savais sur la météo de l'espace. Et donc, je suis arrivé à l'aéroport. Et à l'aéroport, je me suis rendu compte que notre comptable, elle avait oublié de me prendre le billet d'avion et je n'ai pas pu y aller. Voilà. Donc, je ne sais pas ce qu'ils ont dit, quoi. Voilà. Il y a tout un tas de pannes de satellites. C'est super compliqué de connaître les pannes de satellites, quoi. Donc, moi, je suis allé avec mes copains, là, les Belges et puis les Allemands, etc. On est allé interviewer les grands opérateurs de satellites. Et puis, on leur a dit, voilà, nous, on pense qu'il peut y avoir telle panne, telle panne, telle panne, telle panne. Qu'est-ce que vous en pensez? On a rencontré les responsables de la sécurité chez Alenia, chez Thales, enfin, dans les grands opérateurs. Et tous, ils nous ont dit exactement la même chose. Ils nous ont dit, toutes ces pannes-là, elles arrivent. Vous avez raison.
Et donc on leur a dit, est-ce que vous pouvez nous dire combien de fois ça arrive par an, par exemple, quoi. Et ils nous ont tous répondu la même chose. Ils ont dit, à nous, on ne peut pas vous le dire parce qu'avec nous, ça n'arrive jamais, quoi. Nos satellites, ils sont trop bons, quoi. Mais ça arrive absolument à la concurrence, quoi. Donc on ne sait pas. C'est super compliqué de connaître les pannes de satellites. Alors comme nous, on est malins, on surveille un peu, quoi, les scientifiques. Donc on est quand même au courant d'un certain nombre de pannes, mais c'est super dur, quoi. Ils ne veulent pas le dire, quoi. Ils ne communiquent pas là-dessus. Voilà, je vous ai parlé du GPS déjà. Ici en Europe, on est en train de faire Galileo, et puis les Russes, ils ont GLONASS. Donc ça, c'est des constellations de 24 à 30 satellites, donc c'est des problèmes énormes. Ça, c'est un truc qui est arrivé à un collègue anglais, ça m'a fait marrer, quoi. Parce qu'il a pris son vélo, il avait son GPS, puis il s'est passé ce qui s'est produit tout à l'heure, quoi. Son GPS, il est devenu fou, et puis il lui a dit... là-haut, c'est marqué en haut, et ben tu es en train de rouler à 62 km à l'heure, quoi. En vérité, lui, il était pépère comme moi, il devait faire du 14, 10 km. Je lui ai dit, inscris-toi au Tour de France, quoi. C'est trop bien, quoi. Mais vous voyez, c'est ça que ça produit, quoi. Mais vous l'avez tous déjà vécu, ça, hein, de GPS qui vous racontent n'importe quoi. Et alors c'était rigolo, excusez-moi, ça on va pas le regarder, parce que comme tous les deux on est scientifiques, il m'a appelé, il m'a dit, oh, devine ce qui vient de m'arriver. On s'est mis sur nos ordinateurs, on est allé regarder les données solaires, et effectivement, il y avait juste tout ce qu'il fallait pour que ce soit ça, quoi. Et puis, voilà, les radars peuvent être... le 4 novembre 2015, en Suède, tout un aéroport a été bloqué parce que les radars, ils pointaient vers le soleil au moment où le soleil a envoyé un peu trop d'ondes radio. Il y avait une toute petite éruption, mais beaucoup d'ondes radio. Et puis, les radars, ils observent les ondes radio. Et celui-là, là, les radars sur l'aéroport, ils ont été totalement aveuglés. Ils sont tous mis en carafe. Tout l'aéroport en Suède, en 2015, a été bloqué. Et quand il y a un aéroport comme l'aéroport de Stockholm qui est bloqué, eh ben ça se propage extrêmement vite et il y a eu des retards d'avion dans toute l'Europe. Donc c'est tous ces trucs-là qui se passent, pas tous les jours bien sûr, mais relativement fréquemment, quoi. Alors sur la santé, c'est encore très très aléatoire. Les gens qui travaillent sur la santé, c'est les Russes. Est-ce que vous êtes fatigué? J'ai presque fini. Ça va ce que je... Ouais. Bon. Sinon, je m'arrête, quoi. Vous me dites, stop, on n'en peut plus. Voilà. Les Russes, ils travaillent beaucoup sur la santé, mais c'est compliqué de travailler sur la santé parce que voilà comment ils font. Ils disent, on va mettre les gens dans un milieu dans lequel il y a beaucoup de variations de champs magnétiques et puis de l'électricité qui bouge, quoi. Voilà. Alors, ils prennent des grosses bobines, comme ça, ils font tourner l'électricité dans les bobines et puis ils font tourner plus ou moins vite. Ça fait du bruit quand même, quoi. Et puis, ils mettent des courants électriques, voilà. Et puis, ils disent aux gens, eh ben, t'as qu'à t'allonger, puis on va regarder si t'es nerveux. Alors, les gens, ils sont tous comme ça, quoi. C'est l'horreur. Mais je ne sais pas comment on peut faire autrement, quoi. Au bout d'un moment, à Moscou, ils ont un institut, ils sont vraiment sympas comme tout. Ils se sont dit, ouais, non, en fait, on est en train de déconner complètement, on va le faire sur nous-mêmes. Parce que nous, on a peur de rien, les médecins, quoi. On va se mettre là-dedans, quoi. Seulement, ils savaient ce qui se passait. Donc, ce n'était pas un bon échantillon. Puis, ils sont 10, quoi. Ils sont 10 dans le secteur, quoi. Et on ne peut pas faire une théorie médicale sur seulement 10 personnes qui savent tout ce qui se passe, quoi. Donc, c'est très, très sot, mais on n'arrive pas à sortir de ça, quoi. Et puis, il y en a d'autres, toujours en Russie, ils ont pris le nombre de crises cardiaques. Et donc, ça, ils ont un enregistrement de crises cardiaques depuis des décennies. Et donc, ils ont regardé si les crises cardiaques, il y en avait plus quand le soleil était actif et moins quand le soleil n'était pas actif. Ça marche plus ou moins, quoi. On peut y croire ou pas, quoi. En tous les cas, moi j'ai créé un journal de la discipline qui s'appelle le journal du Space Weather et Space Climate. Et quand ils ont envoyé un article au journal, comme on fait toujours dans les trucs scientifiques, j'ai envoyé ça à des médecins pour qu'ils le relisent. Et les médecins, ils ont dit non, mais non, c'est n'importe quoi, quoi. Ces corrélations-là, ça marche pas, quoi. C'est des corrélations qui sont mauvaises. Les Russes disaient, vous voyez, c'est vachement bon. Il y a 70% de recouvrement. 70%, c'est presque 1 sur 2, hein. C'est 50%, ça marche un coup sur 2, c'est ça que ça veut dire. Donc, c'est pas terrible, quoi. Donc, c'est super, super compliqué. On ne sait pas s'il y a un impact sur la santé. Voilà, il y a plein de choses qui sont un petit peu compliquées sur les trains. C'est très compliqué aussi d'avoir des informations parce que les gens ne communiquent pas, mais on sait qu'il y a eu des pannes sur l'électronique du ICE, le train allemand, et puis sur les voitures, pareil. On sait qu'il y a des pannes sur des Toyota, sur des systèmes de freinage.
à cause de composés électroniques qui étaient sensibles aux champs électriques solaires, aux variations de champs électriques solaires. Mais ils ne communiquent pas du tout. C'est super dur à avoir les informations. Il y a d'autres choses qui se produisent, qui sont plus anecdotiques. Quand une planète tombe sur son étoile, dans une exoplanète, ailleurs que dans le système solaire, ce vent solaire, il arrache l'atmosphère de la planète. Et voilà. Donc ça, c'est un petit peu rigolo. Et puis, ça se produit évidemment sur les comètes. Le vent solaire, il arrive sur les comètes, il crée des aurores boréales autour des comètes. On appelle ça une coma, et ça arrache un petit peu de l'atmosphère de la comète. Sur la météo, je vais faire un point, si vous le voulez bien, si vous n'êtes pas trop fatigué. C'est super important. Pourquoi c'est important? Parce que... alors ça c'est un truc qui était rigolo. Il y a eu des records de froid il y a quelques années, en 2009, là, dans le Loiret, et on était en plein minimum solaire. Et voilà, quoi. En France, on avait ce ministre qui s'appelait Claude Allègre. Claude Allègre, il disait vous nous emmerdez avec le réchauffement climatique dû à l'activité humaine. C'est pas vrai, c'est dû à l'activité solaire. Pourquoi? Parce que ça fait déjà 40 ans que quand le soleil est actif, il est vraiment super actif. Et donc ça fait beaucoup de choses. D'ailleurs, regardez, il y a un type, il s'appelle Jean Lillenstein, et il a calculé comment que ça chauffait dans l'atmosphère. Et moi, j'allais voir Allègre. Enfin, Allègre, non, je n'avais pas accès, il était mon ministre. Mais j'allais voir ces sbires qui s'appelaient des climato-sceptiques. Et puis, je leur disais, je suis désolé, mais non, ça ne marche pas comme ça, quoi. Ça ne marche pas comme ça. Parce que moi, ce que j'ai calculé, c'est au-dessus de 80 km d'altitude. Donc, c'est comme si on allume une bougie à Mons et puis que ça chauffe Bruxelles, quoi. On prétend que ça chauffe Bruxelles, quoi. Il faut se méfier un peu, quoi, des ordres de grandeur, quoi. Ça ne marche pas aussi facilement, quoi. Donc je leur disais, mais trouvez-moi un mécanisme, quoi. Dites-moi comment une bougie à Mons, ça peut chauffer Bruxelles, quoi. Et à ce moment-là, je vous dirais si c'est l'activité solaire qui est à l'origine du réchauffement climatique. Et ils ont continué à citer mes articles. Alors ça m'a beaucoup énervé. Donc de nouveau, je suis allé à l'Union européenne. Et puis... il faut vous dire, je vous raconte encore ma vie, que le coup d'avant, là, quand j'avais créé le premier groupe européen, j'avais dit à mes collègues, on ne touche pas au climat, quoi. Parce que si on touche au climat, on va tous s'engueuler, on ne va pas réussir à faire la structure de la météo de l'espace en Europe, quoi. Et donc, quelques années plus tard, je suis allé tout piteux, je suis allé à la Commission européenne, je leur dis, bon, voilà, je voudrais faire un nouveau truc, mais est-ce que l'activité solaire est à l'origine du réchauffement climatique? Et ils m'ont dit, mais ça fait des années qu'on attend que vous fassiez ça, les gars, quoi. Comment ça se fait que vous attendez que maintenant, quoi? Il y avait eu l'échec de Copenhague entre-temps, c'était l'horreur. Enfin, de la COP à Copenhague, c'était l'horreur. Donc on a, de nouveau, pareil, on a dit, qui c'est qui veut participer à ça? Il y a plein de gens qui sont venus, d'une vingtaine de pays. Il y avait des climato-sceptiques parmi eux. Et puis moi, ce que je fais... Alors, le premier, j'étais pétrifié de trouille, quoi. Ils étaient tous là. Déjà, dans la salle, il y avait les climato-sceptiques d'un côté, les gens du GIEC de l'autre, et ils se regardaient en chien de faïence. Alors je leur ai dit, je me rappelle, en anglais, mais je leur ai dit, si on découvre que c'est l'activité solaire qui réchauffe le climat, c'est une découverte majeure, quoi. Si on découvre que ce n'est pas du tout l'activité solaire qui est à l'origine du réchauffement climatique, c'est la même découverte majeure, quoi. Et si on découvre que c'est 3%, l'impact, c'est aussi majeur. Voilà, on va juste essayer d'être des chercheurs et puis de savoir s'il y a un impact ou pas, quoi. Et ce qu'on faisait, on se réunissait deux fois une semaine par an. Donc je les réunissais tous, et puis je mettais des tables dans des salles, et puis je leur disais, voilà, les articles qui sont sortis, voilà les articles, on va discuter autour des articles. Et tous les articles, il n'y en a pas beaucoup, mais tous les articles des climato-sceptiques, il y avait des erreurs dedans. Tous. Alors on s'est dit, il y a quand même quelque chose qui déconne là. Pourquoi tu inventes ce truc sur l'ozone là? On discutait avec eux, quoi. Et peu à peu, ils ont arrêté de venir. Et ensuite... C'était épouvantable. Moi, je ne cherchais pas à les démolir. C'est des collègues. Je ne cherche pas à démolir personne, quoi. Il s'est passé un truc qui m'a vraiment beaucoup fait réfléchir. Parmi eux, il y avait beaucoup de gens qui venaient des pays de l'Est. Des Roumains, des Hongrois, etc., quoi. Je leur dis, mais pourquoi vous êtes climato-sceptiques? Et ils m'ont répondu cette chose, c'est super intéressant. Ils m'ont dit, tu comprends, on a vécu sous l'Union soviétique pendant des décennies. Et sous l'Union soviétique, il y avait une science officielle. Et nous, on a souffert de cette science officielle. Aujourd'hui, la science officielle, c'est le GIEC, donc jamais on travaillera avec le GIEC. C'est intéressant comme truc, c'est culturel, quoi. En fait, ils sont climato-sceptiques par croyance politique. C'était complètement passionnant. Et au bout de 4 ans, on a réussi on a mis plein d'équations, plein de chiffres, plein de choses. On a trouvé que, c'était pas très surprenant, localement, il peut se produire des choses. Quand il y a des aurores boréales, évidemment, localement, l'atmosphère au-dessus de 80 km, elle chauffe. Et puis ça fait des ondes de gravité, tout un tas de choses. Ça peut se propager un petit peu en bas, quoi. Mais ça n'a
ça ne peut pas expliquer le réchauffement climatique. Et donc maintenant, les climato-sceptiques, moi je les appelle des climato-menteurs, parce qu'on a publié un bouquin, on a publié tous nos résultats, on a donné les méthodes pour arriver à lier l'un à l'autre, on a publié tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a pu trouver, la chimie, la physique, tous les champs, on a tout examiné. Il n'y a rien qui permet d'expliquer le réchauffement climatique par l'activité solaire. Et ils le savent, on a tout publié, donc c'est des menteurs s'ils le répètent. Voilà. Excusez-moi, je suis un peu violent, mais ils m'ont vraiment énervé. Voilà, et donc les pays, les grandes nations ont commencé à s'organiser. Donc en France, on a commencé à regarder, et puis il y a une stratégie américaine. Les Américains, c'est Obama qui l'a fait. Obama, il a créé un bataillon de météorologie de l'espace. Angela Merkel, elle a dit aux responsables de la météo de l'espace en Allemagne, je veux te voir une fois par mois et tu vas me raconter ce qui se passe, je veux comprendre. Voilà, il s'est passé un certain nombre de choses. Et quand j'avais créé mon groupe européen de météorologie de l'espace, j'ai dit il faut qu'on crée un centre européen de météo de l'espace. Qui c'est qui veut le créer? Et les Allemands ont dit, nous, on va le créer. Et puis ils n'ont pas réussi. Il y a eu tout un tas d'engueulades en Allemagne. Et je dis, bon, OK, on n'y arrive pas en Allemagne. Qui c'est qui veut continuer, quoi? Et les Belges, ils ont dit, nous, on va le faire, quoi. Et nous, on est capable de le faire. Et on va le faire dans un esprit de service public. Tout sera gratuit, quoi. Parce que nous, en Europe, on aime le service public. Donc on va faire un service public de météorologie de l'espace. Et il y avait Belspo, donc le ministère ici, qui a dit « Ok, j'engage du monde. Je prends 10 personnes, je débloque du salaire et on va devenir les leaders mondiaux en météorologie de l'espace. » Et nous tous en Europe, donc c'était moi le patron de ce truc, j'ai dit « Vous êtes d'accord ?» Ils ont tous dit « Ouais, on collabore. » Alors il y a un centre à Varsovie, il y en a un à Madrid, il y en a un à Toulouse, il y a des centres locaux. Et tous ces centres locaux ont dit « Pas de problème. On est différents, on a chacun notre langue, chacun nos spécificités, mais on va collaborer et c'est la Belgique qui va prendre le leadership de ce truc-là, quoi. » Et donc ça se passe ici, à quelques kilomètres d'ici. Le responsable du centre en question s'appelle Ronald van der Linden. Alors quand même, oui, ici j'ai mis, vous voyez, toutes les grandes compagnies d'assurance, elles n'arrêtent pas de nous solliciter. Là, vous ne pouvez pas le lire, mais c'est tous des trucs qui ont à voir avec la météorologie de l'espace. Et puis, on a commencé à fabriquer des bulletins de prévision de météo de l'espace. Comme vous voyez, c'est super dur à lire, c'est tout en anglais, mais néanmoins, on essaye de s'améliorer, quoi. Pour le moment, je sens bien qu'on n'est pas encore très très bon. Là, il y a des chiffres de partout, des trucs qui sont incompréhensibles. Mais je vous jure, on fait des efforts, on s'améliore, quoi, peu à peu, quoi. Et donc, mettez-vous sur le site belge, inscrivez-vous. Voilà, ça c'est Ronald, c'est un ami. Tous ces gens sont devenus des amis, quoi. On a bâti une discipline ensemble, quoi. Et donc, la Belgique, elle est leader. Il s'est passé un truc très très fort entre la Belgique et la France, c'est que le précurseur de la météorologie de l'espace, c'était un Français en Europe, il s'appelait Pierre Lantos, et Pierre Lantos s'est dit, les personnels navigants aériens, ils sont en danger à cause des protons qui viennent du Soleil. Ils peuvent attraper des cancers. Et il a mis des capteurs à bord des avions pour arriver à protéger les gens. Et quand les gens ils arrivent à une certaine dose de radiation, ben parce qu'ils volent souvent dans l'ovale auroral, ben on leur dit maintenant tu vas aller sur l'Afrique, quoi, voilà, pour te protéger. Et Pierre, c'était incroyable à un moment, c'était dans les années 80, quoi. Pierre, il meurt d'un cancer. Et moi, je l'avais connu, j'étais tout jeune, j'étais en thèse. Pour moi, c'était un monument, ce Pierre Lantos. C'était un type trop fort, quoi. Trop sympa, vraiment un humaniste extra. Et il meurt dans les années 90. Et en France, on n'avait pas encore réalisé à quel point c'était important. Et on ne savait pas quoi faire des données de Pierre. Et les copains belges, ils ont dit, nous, on les prend. Toutes ces données solaires, toutes ces données qu'il a fait, etc., on va en faire quelque chose. Et ça a aidé évidemment la Belgique, ça a créé un lien très très fort entre nos deux pays, et ça a aidé vraiment la Belgique, parce que la Belgique, ils étaient super forts pour tout ce qui est physique solaire déjà, ils savent construire des satellites, ils savent traiter des données, ils savent mesurer les tâches solaires, c'est les meilleurs. Et en plus, ils ont eu cet apport-là, quoi, cet apport opérationnel, quoi. Et ils ont continué sur cette lancée-là, quoi. C'était vraiment extraordinaire. Et c'est lui qui est là-haut, qui est un type super, extrêmement gentil, et incroyablement intelligent. À Louvain, il y a aussi une équipe très très forte en météorologie de l'espace. C'est les seuls maintenant au monde, avec une équipe américaine, à pouvoir faire des prévisions de où va se diriger le vent solaire. Donc ils ont construit ce site, c'est celui-là sur lequel vous devez vous inscrire. Il s'appelle le SIDC, Solar Influence Data Analysis Center.
.oma, donc c'est l'observatoire ici à Bruxelles, .be, quoi. Et quand vous vous inscrirez dessus, il faut parler l'anglais. Vous pourrez vous inscrire sur des bulletins d'alerte et recevoir des alertes de temps calme dans l'espace ou de temps agité. Vous choisissez les bulletins d'alerte que vous voulez recevoir. Moi, je les reçois tous parce qu'on est des potes. Voilà. Et on est tellement potes qu'ils m'ont fait, il y a 3 ans, ils ont eu la gentillesse de me faire astronome honoraire de l'Observatoire de Bruxelles. Donc je suis un peu belge maintenant, vous voyez. Voilà, mais c'est vraiment les meilleurs, quoi. Je ne dis pas parce que c'est des copains, c'est juste que c'est les meilleurs. C'est aussi simple que ça, quoi. Et puis, voilà, ils ont créé le Solar Terrestrial Center of Excellence, sur lequel vous pouvez regarder, il y a plein d'informations sur la météorologie de l'espace aussi. Donc voilà, donc vous êtes les meilleurs, bravo. La situation en France, elle est un peu plus contrastée. Je vais vous en dire un mot, parce que bien que je sois très belge, je suis quand même beaucoup français aussi. Et la situation, elle est un peu différente. Et la raison, c'est que, comme vous le savez, l'armée en France est extrêmement puissante. C'est une des plus fortes armées au monde. Et l'armée, c'est un utilisateur forcené de la météorologie de l'espace à cause des satellites, des armes, des télécoms, de tout, quoi. Et en France, l'armée a dit, la météo de l'espace, c'est nous. C'est nous. Si vous voulez en faire, eh ben, on va vous financer ce que vous voulez, mais vous n'aurez pas le droit de le publier, quoi. Et moi, comme j'ai mauvais caractère, j'aurais dit jamais je travaillerai pour vous. Moi, je vais travailler pour l'Europe, et puis comme ça, c'est très cool. Alors, il y a un vrai respect avec les militaires. Je connais très bien les militaires qui font la météo de l'espace en Europe, dont le colonel Biré, je vous donne son nom, il est extrêmement gentil. Il y a un respect mutuel. Il reconnaît que j'ai le droit de ne pas vouloir travailler pour les militaires, et moi, je reconnais qu'ils font ce qu'ils veulent, ça ne me regarde pas, quoi. Voilà. Donc, on se voit dans des meetings, ça se passe bien, quoi. Moi, il y en a quoi, j'ai travaillé beaucoup pour l'Europe. Mais eux, ils ont tout bloqué en France. Ils ont dit, eh ben, si vous voulez faire la météo de l'espace, c'est pour nous, quoi. Vous en faites pas pour les autres. Et ça a mis jusqu'à l'année dernière pour que mon grand centre qui s'appelle le CNRS dise, non, là, on est en train de rater le bateau, quoi. On est vraiment des gros mauvais, quoi. Donc l'an dernier, on a créé un groupe français de chercheurs pour essayer de rattraper un petit peu notre retard dans le concert européen de la météorologie de l'espace. On est la communauté la plus puissante, en fait. On est les plus nombreux. On est 150, on est 130 à bosser en météo de l'espace. On devrait être rayonné sur l'Europe. Et en fait, personne n'entend parler de la météo de l'espace, enfin, de la France en météorologie de l'espace. Ce que moi, je trouve un tout petit peu dommage. Les choses sont en train de changer. L'armée reconnaît qu'ils sont allés un petit peu trop loin. Le CNRS reconnaît aussi ça. Et puis le CNES, l'autre chose, c'est qu'on a une agence spatiale qui est super puissante, le CNES, le Centre national des études spatiales. Et le CNES a dit, OK, l'armée, vous allez faire ce que vous voulez, mais nous, le reste, c'est nous, quoi. Et alors, moi, je ne suis pas au CNES, quoi. Je leur dis, mais pourquoi vous m'embêtez, quoi? Je fais ce que je veux. Donc, ces deux pôles-là, qui ont phagocyté la météo de l'espace, ont fait qu'on n'a pas pu y rentrer vraiment. Le programme européen de météo de l'espace, le programme spatial européen, il s'appelle SSA, Space Situational Awareness. Eh bien, vous êtes dans Space Situational Awareness, vous êtes super important, vous avez des centres, des trucs payés par l'Europe pour la météo de l'espace. Nous, la France, on n'y est pas, quoi. Et donc, le premier truc qu'on se dit, c'est peut-être qu'on devrait rejoindre le train de la météo de l'espace en commençant par Space Situational Awareness. Bon, on y travaille. Ça change un peu. Mais vous voyez que cette situation de grande puissance, on est une grande puissance, j'en suis pas fier, hein, moi je me sens très belge, hein, mais cette situation de grande puissance mondiale, elle a bloqué beaucoup de choses. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre écoute, ça a été un bonheur pour moi de vous parler. Voilà, et je remercie énormément les gens, Swazik et Francesco, qui m'ont accueilli et invité ici. Voilà, merci. Je l'ai dit, hein. Alors, qui ouvre le bal des questions? La première étant la plus difficile. Ça fait 2 heures, là, c'est... Oui, Claude. Merci.
merci pour cette conférence tout à fait passionnante. Oui, merci pour cette conférence tout à fait passionnante. C'est pas vraiment une question, c'est une petite remarque. Tout à l'heure, tu as parlé des voitures, enfin des GPS qui nous localisaient 10 mètres à côté de l'autoroute et que ça avait un petit côté amusant. C'est vrai, mais il faut bien penser que dans 10-15 ans, ou peut-être avant, quand les voitures se piloteront toutes seules et qu'il n'y aura plus personne à bord pour contrôler, ce sera vraiment important que la voiture soit vraiment située là où elle croit être. Ouais. Et là, ce sera vraiment important de savoir exactement ce qui se passe au niveau de l'atmosphère pour le GPS. Alors, pour la voiture, on a des garde-fous, parce que la voiture, elle a aussi une carte, donc elle sait qu'elle ne peut pas être en dehors de la route, quoi. Et sur les routes, on sait faire des guides, c'est les lignes blanches, et on sait reconnaître les panneaux. C'est plus compliqué pour deux choses. Pour les avions, on n'arrive pas à faire poser des avions au GPS à cause de ça, donc on continue à avoir des radars HF pour guider les avions quand il y a du brouillard, etc. On n'utilise pas le GPS, c'est trop dangereux parce que s'il se trouve à 2 mètres de la piste, il se scratch. Et l'autre chose, c'est les pétroliers. On ne peut pas conduire parce qu'un pétrolier, il a une inertie telle que si jamais il vise le port là-bas et puis qu'il s'est trompé d'1 degré, eh ben, il va rentrer dans la falaise et il ne pourra jamais se redresser, quoi. Il y a un moment où c'est trop tard, à plusieurs kilomètres du port. Donc on ne peut pas conduire des gros bateaux par GPS non plus, quoi. Et ça pose des problèmes aux industriels. Et c'est tout à fait vrai, quoi. Et là, il n'y a pas de guide, on ne sait pas comment s'en sortir. Dites-moi, monsieur, est-ce que ce serait le vent solaire qui pourrait modifier les pôles magnétiques terrestres? Non. Et non, là c'est autre chose. Alors c'est super parce que tout à l'heure je vous ai dit si ça vous intéresse, je vous raconte comment est le champ magnétique à l'intérieur de la Terre, donc je vous le raconte. Voilà. Quand la Terre s'est créée, il y a 4 milliards et demi d'années à peu près, elle était visqueuse. Et comme elle était visqueuse, ce qui était le plus lourd, ça coulait au fond, quoi. Et ce qui était le plus lourd, c'était le fer. Et comme le fer, il s'oxyde facilement, ça fait de la rouille, il a entraîné avec lui pas mal d'oxygène. Et au centre de la Terre, il y a du fer très très chaud et il continue à être visqueux comme dans les fonderies. Il est à 6000 degrés à peu près, comme dans une fonderie, et donc il est visqueux, il tourne, quoi. Seulement comme il est chaud, les électrons autour du fer, ils s'échappent, ils font un gros nuage d'électrons, et ce qui tourne, cette grande rivière de fer qui tourne, c'est du fer qui a perdu des électrons, elle est elle-même électrisée positivement. Et c'est cet anneau-là qui fait le champ magnétique de la Terre. Il y a des petits anneaux annexes qui font des déformations avec des anomalies magnétiques sur la Terre. Dans l'hémisphère sud, là, dans l'Atlantique Sud, il y en a un. Mais voilà. Et en vérité, la façon dont ça tourne pas comme une ronde. Vous savez, quand vous avez tous été à des fêtes ou à des mariages, et qui est aussi une fête, bien sûr. Et alors, on danse, là, on se donne la main, et puis on commence à tourner. Il y a toujours quelqu'un qui, à un moment, lâche la main de l'autre, et puis commence à spiraler, quoi. Il spirale, puis à un moment, il se retrouve au milieu de la spirale, et il ne peut plus avancer, quoi. La seule façon qu'il a de dérouler, c'est de passer sous les bras des autres et de se mettre à tourner dans l'autre sens. Il se passe la même chose au centre de la Terre. C'est pas un anneau, c'est une spirale. Et puis le fer qui se retrouve au milieu, il y a un moment où il peut plus avancer. Donc tout ce qu'il peut faire, c'est se retourner et puis se mettre à tourner dans l'autre sens. Et ça s'appelle une inversion de champ magnétique. C'est pas du tout régulier. Ça se produit comme ça. Et puis, comme ces anneaux, ils n'arrêtent pas d'être irréguliers, ils bougent, quoi. Cette spirale, elle n'a pas de raison de tourner dans le même axe que la rotation de la Terre. Elle peut tourner dans n'importe quel sens. Et ça fait bouger le pôle magnétique. Donc en ce moment, il bouge un petit peu vite. On sait pas, on n'a pas encore réussi à analyser qu'est-ce qui se passe dans cette spirale au centre de la Terre, mais ça ne nous trouble pas plus que ça, quoi. Ce que ça peut faire sur les aurores, c'est juste les déplacer un petit peu en latitude, parce que les aurores, elles sont liées, elles, au champ magnétique. Mais ce n'est pas les aurores qui bougent le champ magnétique de la Terre. Alors, avant de passer à la question suivante, je voulais vous informer. On a notre ami le libraire André Leteau qui est à l'entrée de la salle et qui vend des bouquins qu'a écrit notre ami Jean. Donc il y a Chasseurs d'aurore notamment et l'essence du mot science. Voilà, donc je continue. Alors vous ne sentez pas du tout obligé de les acheter parce que ça ne me rapportera pas un centime, parce que quand je publie des bouquins, là j'en ai publié 15, je négocie avec l'éditeur pour qu'il baisse le prix du livre et je refuse les droits d'auteur. Donc voilà, moi je ne gagne rien sur les bouquins, donc vous n'êtes pas du tout obligé de les acheter, quoi. Voilà. Mais je trouve ça nul parce que j'ai un salaire, moi, pour faire tout ça, quoi. J'ai un salaire, quoi. Et je ne comprends pas pourquoi je devrais gagner de l'argent en plus pour vendre des livres. Donc je refuse les droits d'auteur. Voilà. Quelqu'un désire poser encore une question? Oui, on peut la... Oui.
Oui, je voulais vous demander, la plupart des photos que vous avez montrées, c'est des aurores boréales ou bien il y en a qui sont australes? Et si vous pouviez dire si elles ont des formes différentes ou si j'ai lu quelque part qu'elles n'étaient pas tout à fait symétriques à cause des vents solaires, mais je n'ai pas très bien compris. Oui, c'est très récent. En fait, pendant très longtemps, on s'est dit que c'était la même chose au nord et au sud, donc boréal et austral. Et j'ai des collègues finlandais, il y en a un qui s'appelle Keiri Kaila, il a mis une caméra au nord, et puis il a suivi le champ magnétique, et de l'autre côté, il a mis une caméra, quoi. Et puis il nous a montré les films, il a dit laquelle est au nord et laquelle est au sud, et on était incapable de le dire, quoi. C'était la même chose, on voyait la même chose. En vérité, il y a quelques semaines, il y a un article qui est paru, qui est assez intéressant, qui dit non, en vérité, il y a de temps en temps des différences. Vous vous rappelez, tout à l'heure, je vous ai parlé du champ magnétique qui venait du Soleil, et puis je vous ai montré mes doigts comme ça, mais en vérité, vous allez tout de suite voir à quel point j'ai triché et je vous ai menti, parce qu'il n'arrête pas de bouger comme ça, quoi, parce que le Soleil, il est dynamique, quoi. Donc ça veut dire que des fois, le champ magnétique du Soleil, il peut même s'orienter est-ouest, quoi, puis il remonte, et puis il se retourne, et puis il s'oriente est-ouest. Et quand il est orienté beaucoup est-ouest, alors ça crée des différences entre le nord et le sud, pour plein de raisons, parce que les électrons et les protons ne tournent pas dans le même sens, enfin, et ça fait des petites différences. Ça, c'est l'article qui a été publié il y a 3 semaines. C'est intéressant, mais c'est un peu anecdotique quand même, parce que la quantité d'énergie qui est déposée au nord et au sud, c'est la même. Voilà. Les formes peuvent être un petit peu différentes dans certaines circonstances. C'est un joli papier, hein. Moi, j'ai trouvé que c'était bien écrit, qu'ils ont fait une belle étude, que c'était compliqué, qu'ils ont expliqué ce qu'ils ont vu. C'est bien, hein, c'est vraiment super. Hein. Mais ça ne bouleverse pas fondamentalement ce que je vous ai raconté. Dernière intervention. Bien, je pense là-bas, il y a quelqu'un qui lève la main. J'avais une petite question sur votre machine pour faire des aurores boréales, dont on a parlé au début. Savoir à quoi ça ressemblait techniquement. Imaginez un aquarium, et puis on retourne l'aquarium, voilà. Et à l'intérieur, on fait du vide. Et le vide que je fais, c'est un vide primaire, c'est le même que celui qui règne au-dessus de 100 km d'altitude, quelques pascals. Vous savez, à la météo, ils nous disent la pression, c'est 1015 hectopascales. 1015 hecto, ça veut dire 100, quoi. Donc 1015 fois 100 pascal. Bon, c'est une unité un peu bizarre, mais c'est comme ça. Et vers 100 km d'altitude, la pression, elle est de quelques pascals. C'est un vide primaire. Donc, je vide, dans cet aquarium, je vide l'air, j'en laisse un tout petit peu. Et pourquoi je fais ça? C'est parce que dans le vent solaire, l'énergie dans les électrons, on peut les compter en volts. On utilise tous des volts. Il y a 220 volts dans les fils électriques. Il y a 9 volts dans ma pile. Et on peut convertir ça très, très facilement en énergie. Alors, l'énergie... Pour un électron, on appelle ça des électronvolts, la même chose. Voilà. Peu importe. Dans le vent solaire, il y a à peu près 500 volts. Ici là je suis debout, entre mes pieds et ma tête, il y a un peu plus de 1000 volts. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les électrons qui sont en bas, ils vibrent avec une certaine vitesse, et puis les électrons qui sont en haut, ils vibrent avec une vitesse un peu moindre, ou un peu plus grande, je ne sais plus comment c'est, et entre les deux, la différence d'énergie, c'est 1000 volts. Le truc, c'est que l'air, il est tellement incroyablement résistant à l'électricité qu'il n'y a pas un électron qui bouge. Il n'y en a pas un, quoi. Il n'y en a pas un qui peut bouger comme ça, quoi. L'air, il résiste. Pour qu'il y ait de l'électricité qui bouge dans l'air, il faut 400 000 volts. Et ça s'appelle un éclair, la foudre. Voilà, ça c'est 400 000. Donc le vent solaire, avec ses malheureux 500 volts, il est arrêté au-dessus de 80 km d'altitude, 100 km d'altitude. Et moi, dans la planète Terrella, cette manip, donc j'ai un petit générateur qui produit quelques centaines de volts. Et puis j'ai une sphère, ou des sphères, peu importe, il y en a 2, avec des aimants dedans. Il y en a une que je connecte au pôle plus de ma pile, de mon générateur. Elle va cracher de l'électricité dans l'espace interplanétaire de mon aquarium. Et puis l'autre, donc c'est une étoile. Et puis l'autre, je la relie au pôle plus de mon générateur. Elle va recevoir l'électricité, ça devient une planète. Et avec des configurations différentes, je peux voir beaucoup de choses de ce que je vous ai montré. Je peux voir l'endroit où les électrons ils arrivent près de la Terre et ils s'échappent comme ça. Je peux voir la couronne solaire. C'est souvent des analogies, mais pas toujours. C'est souvent relativement proche de la réalité. Les trous coronaux, on peut voir la ceinture de radiation de Van Allen, on peut voir les ovales auroraux. Donc on peut quand même voir pas mal de choses, quoi. Voilà. Voilà. Alors avant de remercier une dernière fois Jean, je vous invite donc au prochain rendez-vous du cycle univers. C'est la semaine prochaine, c'est le 13 février.
même endroit, même heure. Et là, on va aborder un sujet un peu différent. On ira un peu plus loin dans le système solaire. On va parler de Pluton. Et on va accueillir François Forget qui nous viendra de Paris et qui a participé à la mission de la sonde New Horizons qui a survolé Pluton en 2015. Voilà Jean, merci infiniment pour ces 2 jours fabuleux que tu nous as laissé passer et que tu nous as offert. À bientôt.